Allez, ça arrête. Comment ça, je suis pas jovial? Mais t'es malade, toi? Jovial, toi? Mais je suis solaire comme type. Solaire. Bah, Ah oui, bah d'accord, allons dans l'abus. mais Allez. t'es fou, toi. D'accord. Solaire. Bah, je suis Ça veut solaire. dire solaire? Bah ouais, souriant tout le temps. Ah bon? Bah, t'as le visage illuminé par par le bonheur. Oui, d'accord, oui. C'est comme ça. Bah, Confond. j'ai pas le visage illuminé par le bonheur. Non, vraiment pas. Par quoi alors? Par le vice. Marqué par la vie. On y go? Allez, go. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 4 du Gourouma Talk, votre podcast préféré et également le nôtre. Salut Eric. Salut Anto, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, ça va. Pourquoi tu rigoles? Bah parce que je suis de bonne humeur. Là. Ça va Ok, être super. Un bon podcast. Un bon podcast, on a plein de sujets à traiter. On adore faire ce format. C'est un format où on parle français, on tire à balles réelles s'il faut. On dit ce qu'on a à dire. Et voilà. Et puis on prend vos avis et on les traite aussi. Exactement. Sujet du jour. Plein de sujets à traiter. Pour une fois, j'ai préparé le podcast. Donc, enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Ah bon, c'est comme ça. Ça sera le titre de la vidéo. Voilà. Non, voilà, on aime bien essayer de sortir des... On aime bien entre nous se sortir des expressions de gros beauf. C'est à celui qui aura la plus grosse expression de gros beauf qui gagnera. Bref, donc les sujets à traiter aujourd'hui, les choses qui nous énervent, comme d'habitude. Pourquoi arrête-t-on le JJB souvent à la ceinture bleue? C'est un sujet qui nous avait été proposé la dernière fois. La préparation des compètes, comment bien s'entraîner, préparation, comment on fait grandir le jeu, l'affûtage. Ensuite, après, on va traiter donc de tous les sujets que vous nous avez proposés dans le post Instagram. Donc les grandes célébrations dans les petites compètes, quel est le meilleur circuit, les mecs sales et tout ça. On dira 2 mots sur chaque sujet. Et puis après, on va faire les actus. Donc tranquille, ça va être un petit podcast assez cool. Donc pour les prochains qui suivent sur YouTube mais qui voudraient nous donner leurs avis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Instagram, du coup Gourouma Sport. C'est ça. Donc ça, c'est comme ça qu'on aura pu avoir vos avis pour la prochaine fois, pour les thèmes. On y va? Go Magnéto. Oh la vache. Ok, donc les choses qui nous énervent, moi j'ai le premier, donc je vais commencer doucement, c'est les mecs qui te demandent de tourner souple, parce que, bon, en vrai ils ont peur que tu les déglingues, je pense, donc ils te demandent de tourner souple, soit parce qu'ils ont une pseudo-blessure, soit juste on tourne souple, donc toi tu y vas tranquille, et là ils mettent le plus gros grip de leur carrière, donc ils te pincent les cuisses, ils mettent le plus gros grip de leur carrière et ils y vont à donf quoi. Alors qu'ils t'ont demandé de tourner souple. Donc toi, tu commences dans une situation tranquille, en dessous, gros grip, gros passage de garde, grosse pression, épaule-menton, et tu peux plus sortir, t'essayes de sortir souple au début, non. Même après, si tu forces, il est tellement bien placé que tu peux pas sortir, et voilà. Et le mec, il vient te demander de tourner souple. Donc super, ça m'énerve. Est-ce que c'est le même genre de mec après qui va dire j'ai passé la garde d'un tel? Ouais, exactement. Donc toi t'es là tranquille, il te passe la garde énervé et après il va aller dire ouais j'ai passé la garde, tac, je l'ai soumis alors que toi t'étais tranquille. Voilà, donc si vous demandez de tourner souple, bah tournez souple parce que sinon treja. Ah oui, d'accord, ça parle mi-javanais, mi... Allez à toi. Moi c'est rien à voir avec le jiu-jitsu. On n'est pas loin, on est dans le judo. Ok, Du bon. coup, aucun rapport. Non, c'est parce que j'ai remarqué, plus ça va, plus dans les compétitions pour enfants, on commence à avoir les mêmes défauts que pour les compétitions adultes. Les gros dossards avec les noms, le club, alors que c'est des enfants qui ont 7-8 ans. Tu sais, limite, dans un an, ils ont arrêté le judo. Ouais. Et tu les vois avec des gros dossards. Et ça commence aussi à faire des célébrations en mode adulte. Ça commence à se taper sur le torse, à taper par terre et tout. Alors que c'est des enfants. Et j'ai vu ça à une des dernières compétitions qui était pas du tout à niveau. Hein. Mhm. Et pas du tout de... C'est-à-dire que même en allant voir les premières diffs chez les cadets, ils font moins de cinéma que ce que j'avais vu chez les poussins et les minimes, tu vois. Et quel âge à peu près ils font ça? Oh là, je dirais entre 9 et 12 ans, j'avais vu Ah ouais. sur la compétition sur laquelle... Gros j'étais allé. dossard et tout. Dossard, mais genre dossard. Attention, avec marqué FRA, tu vois. Ah ouais, Genre ok. dossard, pas dossard club. Mm. Dossard, je représente la France. Ah ok. Ah ouais, non, c'est... Ah, c'est marrant.
Ouais. En fait, on se retrouve avec les problématiques qu'on a dans les compétitions pour adultes. Et je suis sûr que ça vient des parents. Ah bah oui, c'est pas le petit enfant. Ah bah oui. C'est sûr. Bah, c'est toujours les parents qui vivent par procuration, ça. Ouais, on l'avait traité dans la dernière. Ouais. Allez, le deuxième, moi, c'est les mecs qui serrent la main fort. Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote, tu l'avais écrit. J'avais peur de l'oublier. Ah, je me dis, c'était trop recherché. J'avais peur de l'oublier, j'y ai pensé, je me suis dit, putain, celle-là, elle est pas mal. Tu l'as écrit, c'est pour ça que tu dis j'ai travaillé. Bah oui, j'ai travaillé mon podcast, tu vois, mes punchlines. Tu crois, toi? Tu disais, je viens pas les mains dans les poches, moi. C'est bizarre qu'il me sorte un truc aussi gros. Je me dis, c'est bizarre. Mais t'as pas regardé mes notes. C'est toi, tu me mets. Je les cache en plus, t'as vu? Bah oui. Bientôt, tu vas mettre le filtre anti-voyeur. Ah, ça fait plusieurs fois que tu regardes mes notes. C'est pas cool. Ça fait plusieurs fois que tu me niques aussi. C'est-à-dire, pendant que je te parle, tu lis ce que j'ai écrit. Mais ça va pas la tête. Ah, j'avais pas vu. Je me disais, c'était trop smooth. Ça fait depuis hier soir, tu révises dans ta chambre. Mais non, c'est tout à l'heure, ça m'est venu, je fais tac. Bref. Ton deuxième. Moi, c'est les mecs qui serrent la main fort. Putain, ça m'énerve. Ah, oh, pardon, j'ai pas le droit de dire de gros mots. Bah, on peut, de toute façon. Ça m'énerve, c'est un truc de fou. La dernière fois, il y a. Bon, c'est pas forcément dans le sport, mais souvent dans le sport. Je faisais ça avant l'ancienne. Putain, la dernière fois, il. Trop serré la main. Ça fait Et un mec que j'ai pas vu depuis 10 ans, il arrive, il me serre la main fort. Ça m'énerve! En plus, tu présentes mal, il suffit que tu présentes mal, t'éclates les mains. T'as envie de faire quoi? Lui tirer, lui prendre l'eau et de l'entrangler. Mais moi, je peux rien dire parce que je faisais ça avant. Non, mais c'est bon. Ouais. C'est horrible ça. Serre la main. Alors, faut pas avoir la main molle. Bah ouais, tu fais pas une main moite, mais bon, il faut une main pas broyer ferme, quoi. Ouais, mais faut pas broyer les doigts non plus. Ouais, c'est vrai. Et puis dans ceux qui serrent la main, donc quand on dit bonjour, moi je trouve qu'il y a un accord tacite avec l'humanité. Ah bon? Ouais, il y a un minimum syndical quand on serre la main, tu vois. C'est le minimum, le ace contact. Ace contact, ouais. Oui. Et le minimum de jovialité sur le visage, oui, de sourire. De sourire, de sourire. Salut, ça va, tu regardes dans les yeux. Ceux qui te serrent la main, ou justement qui te la balancent toute molle, ou qui te regardent pas et qui s'en foutent de toi, c'est pareil, autant pas serrer la main, autant ne pas dire bonjour. C'est vrai, il y a un petit accord comme ça, c'est le minimum, tu vois, tu croises des gens. C'est comme quand tu veux serrer la main puis que le mec il te check, tu te retrouves. Ouais, non mais ça, c'est clair. Mais oui, t'as raison. Non, mais c'est de la politesse. C'est le minimum, tu vois, si on se serre la main, ne regarde pas ailleurs. Petit eye contact, un mini sourire ou salut, ça va, tu vois. Tu vas bien, même si tu t'en fous. Donc c'est un petit accord tacite avec l'humanité, tu vois, c'est la base. Je suis d'accord. Et serrer la main fort, putain, la prochaine fois, tirage, tu prends le dos. Je faisais ça, moi. C'était un problème de confiance en moi. J'avais besoin d'asseoir mon. Ouais. Maintenant. D'accord, super. Ça y est, c'est fini. Bon, bah félicitations. Allez, à toi, ton deuxième. Mon deuxième, attends, faut que je le regarde, sinon. C'était. Ah oui, oh putain. Bon. Le deuxième, c'était. Oula. Ouais. J'ai observé des comportements étranges, alors c'est rare. Il a fait de la sociologie. Ah ouais, je suis parti en socio pendant 6 mois. J'ai observé pendant certains entraînements, en fait, quand il y a des filles qui viennent, j'ai vu certains comportements douteux de certains mecs. Genre, tu les vois jamais prendre la montée normalement. Et là, bizarrement, les mecs, ils restent 6 minutes en montée, ça bouge pas. Que des montées énervées bien bloquées. Non. J'en vois rarement, hein, parce que je dessus, tu sais, c'est vachement déjà tactile. Il y a quand même un accord, on va dire, tacite avec l'humanité, comme tu as dit. Ça reprend mes punchlines, c'est pour ça que je cache. C'est pour ça qu'il cache. Parce que, ouais, on est déjà très proche quand tu tournes avec une fille, tu fais quand même attention de ne pas avoir ni les mains baladeuses, ni des positions gênantes, ni quoi. Mais et j'en ai déjà vu, alors en vrai, moi, c'est pas au jiu-jitsu, j'en ai vu. Ah ouais. Et c'est où du coup? C'est plutôt en judo parce que nous on a les immobilisations. Ok, d'accord. Et l'immobilisation c'est long en vrai. Donc quand t'es en montée sur une fille, elle vient de commencer, surtout une fille qui vient de commencer, c'est gênant à la mort. Tu prends un side control, un contrôle latéral, c'est bien suffisant. Parce que pour moi, honnêtement, j'ai jamais vu ça en JJB. Hein. Ouais. Non, ça tourne tranquille. La question qu'on m'avait posée à l'extérieur, c'était oui, mais si je suis une fille, ça fait pas bizarre de tourner avec des hommes? En vrai, même si le sport, vu de l'extérieur, on dirait genre qu'on se frotte les uns aux autres, en vrai, je pense que on est trop concentré dans la technique et dans le truc pour avoir des idées malsaines. Mais j'en ai observé pas beaucoup, c'est vrai qu'il faut le dire, mais j'en ai vu. Où tu sais, t'as des moments de gênance où tu te dis pourquoi il est en montée aussi longtemps alors qu'elle vient d'arriver, elle vient de commencer, c'est.
Je sais pas, tranquille, Ok. laisse la respirer. Ouais, j'ai jamais calculé, Ouais. enfin, j'ai jamais vu de comportement douteux en JJB en tout cas. Enfin, de mon expérience, ça doit exister bien sûr, parce qu'il y a des, Parce qu'il y a des filles qui nous suivent, des dites-nous. pervers partout, mais voilà, ouais, les filles, si, Si vous jamais avez ça vous est déjà vécu arrivé. des mauvaises n'hésitez pas à nous le expériences, dire. dites-le, ça c'est cool. Ok, est-ce que moi je donne mon troisième, c'est bon? Vas-y. Moi, c'est les mecs qui font premier à des compètes et qui font monter les autres Oh la vache, j'adore ça, toi. sur la première marche du podium. J'adore ça parce que je trouve ça d'une condescendance. Ouais, je suis pas d'accord. À En la vrai, mort. c'est gentil. Genre, ah, c'est gentil. Non. Enfin, C'est pour le côté. mais attends, convivial. je vais avouer quelque chose. Tu l'as fait 1000 fois. Je l'ai fait 1000 Bah oui. fois, mais vraiment, dans ta tête, c'est pas genre, tiens, je vais partager un moment avec mes adversaires. Ouais, non, c'est pas du tout ça. Surtout que moi, j'étais plus petit que les autres. Donc, Ouais. montez. Genre, faites voir que vous êtes tous plus grands que moi et Vous que, êtes tous filmés. et que je vous ai fumé, tu vois. Non, genre, viens goûter à ce que t'as pas eu aujourd'hui, viens, Ah, non, tu vois. moi je suis pas d'accord, je vois pas les choses C'est comme ça. condescendant à mort. Pour moi, c'est la photo, Franchement, genre, arrête. on s'est pété la gueule, on est frérots. Non, Petite photo. il y a que quand t'es premier que c'est agréable à faire. Oui. Crois-moi que quand t'es deuxième ou troisième, que le premier te dit viens goûter à ma première marche. Deuxième ou troisième, crois-moi que si ça arrive, moi je me barre. Je laisse pas le temps. Viens goûter à ma première marche, oui. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai que c'est souvent quand t'es premier que t'as envie de partager le Avoue, moment. quand t'es troisième Moi, ou jamais. deuxième, t'es dégoûté Là, d'aller j'ai monter. fait que des troisième places, jamais je monte, hein, c'est mort. T'es dégoûté de monter pour faire briller le mec alors qu'il t'a éclaté, Genre, tu vous vois. avez vu, il est fort et en plus il est sympa. Genre, le mec il a que des qualités à voir. Non, mais c'est vrai, tu vois. Pour moi, c'est condescendant à mort. C'est uniquement pour son bien à lui, c'est égoïste. Mais c'est pas pour venez les gars, on se fait une photo, on a partagé un moment ensemble. Du coup, Pas tu du tout. proposes quoi? Qu'on descende du podium et on fait la photo tous ensemble en bas? Tranquille, il y a Comme la les gens du photo. peuple. Mais il y a la photo du podium, point barre, tu Oui, vois. mais bon, t'as envie de. Normalement, t'as partagé un moment. Moi, je sais que sur certains podiums, quand je serre la main au gars, il y a eu un truc qui s'est passé pendant le combat. Genre, quand on s'est bien pété la gueule, quand c'est une bonne guerre, après ça discute. Genre, ah ouais, c'était chaud ce que tu m'as fait, machin. Et c'est obligé de tout ça, discuter machin. sur la même marche. Non, mais ça, c'est la conséquence. C'est que du coup, il y a un petit lien de proximité qui se crée. Du coup, t'as envie de faire comme ça sur la première marche. Ah, tu vois. d'accord. Bah, quand t'es premier, oui. Oui, ah oui, Quand c'est t'es vrai, deuxième c'est ou vrai. quand t'es troisième, C'est t'es dégoûté. T'as C'est le vrai. premier, il dit tiens, allez, monte un petit peu, viens Viens, goûter. petit, viens Viens voir goûter ça. ce que t'auras pas le droit aujourd'hui, cette marche-là. Tu vois la vue qu'on a. T'as vu, c'est beau. Hein. Non, même moi je le faisais, mais c'est. Voilà quoi. Tu fais semblant, ouais, allez, montez les gars et tout, c'est sympa. Bah ouais, je vous ai fumé, montez. T'es troisième, tu t'es pris un vieux triangle, t'avais la morve qui pendait. Toi, t'as envie de monter? Non, c'est vrai, t'as raison. Donc, C'est vrai que voilà. quand on y réfléchit bien. Moi, c'est ça me que fait toi, rire. t'es Quoi. premier. C'est marrant, tu vois. Donc voilà, c'était mon troisième. Est-ce que toi, t'en as un autre? Ouais, mon troisième, bon, il est pas fou, je l'annonce d'avance. Non seulement parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais au moins voilà. Ah, Non, bah après, c'est parce que là où on l'avait observé, ça c'est à je crois que c'est au LSFC. On l'a vu dans les gradins, ça gueulait. Et en fait, les mecs, ils donnent des conseils aux combattants. Donc déjà, ils l'entend pas, ils les entendent pas. Et ensuite, leur meilleur conseil, c'est mets-lui des patates, soumets-le. Genre, tu c'était- connais. Genre, c'était pas prévu. Au cas où le gars il avait oublié que son trajet c'était ça, tu vois. C'est clair. Donc, mais ouais, c'est souvent qu'il y a des conseils, même on l'entend en Mais c'est compétition. comme en genre, compétition de donner vraiment un détail précis au Ouais. gars, tu vois, genre soumets-le, mets-lui un juji sur son bras droit, comme si que l'autre parlait une autre langue et qu'il comprenait pas du tout, tu vois. je te jure. Mets un juji sur son bras droit, bah, En il va- IBJF ça marche parce que t'as Bah, des bien chances de sûr. tomber sur un mec en face qui est voilà. Mais si Mais- tu donnes des indications genre tu vois le bras où t'es faible, celui où t'as mal encore. La cheville que tu t'es pété là, l'entorse au genou gauche, range-le parce que sinon il va te faire ta Blague à part, on m'a dit que ce week-end t'as balancé à l'équipe d'en face. Ouais, c'est un gros judoka, ouais. Culé, va. Comment ça L'équipe Gracie Barra. Ouais, Quand ils m'ont vu tourner mon premier combat, ouais. ils étaient à côté de toi, ils ont dit ah, c'est un judoka. Toi, tu t'es pas gêné Mais pour dire tu sais oui, que je oui, savais pas que c'est c'était un les gars judoka. de l'équipe d'en face. Toi, tu dis normal. Tu veux pas leur dire Bah, ouais, déjà d'une ça attaque se... des jugis, il est nul, il sait pas défendre. Déjà, d'une, ça se voit, et tu fais une, deux projections, ils me disent ah, c'est un judoka. Je dis bah oui, c'est un. Non, vite fait, il a eu de la chance. J'ai dit ça, mais je pensais pas que c'était les gars de sa team. Ou je sais pas. Bon, est-ce que ça a Je changé marqué quelque chose en gros, en rouge, Gracie Barra. Le mec, il avait envie de Ah, mais je m'imiter voulais dès le début. encenser mon copain, bah voilà, la prochaine fois. Mon copain. Cet enfoiré. On en parlera plus tard.
C'est un quiproquo. Non. Putain, je suis en train de crever du coup. Bon, est-ce qu'on On a fini passerait sur pas la partie qui nous énerve. à la suite? Ouais. Donc, premier sujet, Attends, tu peux pas jingle. faire- Pourquoi beaucoup de pratiquants arrêtent à la ceinture bleue? Notamment dans le JJB, bien sûr. Voilà, est-ce que déjà, toi, tu as une piste? Est-ce que... Bon, c'est un sujet que j'ai déjà vu passer il n'y a pas longtemps sur Facebook, il a été traité, mais on avait prévu de le traiter aussi, donc voilà. Est-ce que toi, tu as une piste de pourquoi? Moi, j'en ai une ou deux. Alors déjà, je suis pas tombé dessus sur Facebook, donc du coup comme ça, au moins si on donne les mêmes arguments, juste qu'on dise, moi je l'ai pas lu, je l'ai pas vu, donc je suis pas dessus. J'aurais une idée, c'est parce que ça revient au débat qu'on avait eu sur le passage des grades, c'est que d'une bleue à une violette, il y a un panel en fait technique et comment ça, le côté technique à avoir, et je pense que les compétitions, même que ce soit compétition ou quoi en bleu, c'est la belle vie quoi. Tu peux réussir à soumettre à l'arrache, enfin, tu vois, ça demande pas un degré technique comme en violette je pense. Et donc du coup dès que tu arrives à un certain stade, quand tu commences à te faire foudroyer par les ceintures blanches, c'est que tu sens que tu vois, t'es plus dans comment dire, dans ton niveau, donc peut-être que ça devient frustrant à la longue et que du coup soit tu progresses, soit t'arrêtes quoi. Ok. Ouais, je pense aussi. Bon, déjà, il y a un truc dans le JJB, donc les ceintures, on en a déjà parlé plein de fois. C'est très long entre les ceintures. Qu'au judo, t'as juste à attendre 3 ans tes ceintures noires. Du coup. C'est pas ça, t'as résumé. Mais en gros nous, c'est des âges. Et quand t'es adulte, ça marche pas. Quoi, en gros. Si je commence, je sais que dans 3 ans, je suis ceinture noire. Donc... Pour faire simple, quand t'es adulte en jiu-jitsu brésilien, tu passes forcément blanche, bleue, violette, marron, noir. En judo, tu peux très bien, je vais exagérer, faire blanche, noire. C'est possible en adulte. D'accord. Okay. C'est pour résumer, mais en gros, ouais. Donc là, vous avez votre réponse sur le tout premier débat qu'on avait eu. Non, là je simplifie. Vous avez votre réponse sur le tout premier débat qu'on avait eu sur le premier podcast. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est pas vrai. Revoyez le premier podcast. Du coup, non, sérieux, les ceintures sont très longues dans le JJB. Et dans le JJB, s'il n'y a pas de progression, il n'y a pas de ceinture. Tu peux rester longtemps dans une ceinture, 2, 3, 4 ans même en bleu. J'ai même vu pire. Bah oui, on a vu largement rester 8 ans. 6 ans. S'il n'y a pas de progression, il n'y a pas de ceinture. Donc à un moment, si on ne fait pas de compétition, parce que pour moi... tu vois, il y a des carottes qui font avancer. Il y a la compétition, donc tu te fixes des objectifs, ou alors des objectifs de ceinture. Si t'es pas un compétiteur dans l'âme, ou si t'es un quarantenaire ou quoi que ce soit, tu peux avoir en objectif que les ceintures potentiellement. Gagner de la technique, quoi. Voilà, gagner de la technique, mais ce qui reflète la récompense de ta technique. Ah oui, c'est ta progression, quoi. Voilà, c'est la ceinture. Et grosso modo, donc si tu fais pas de compétition, t'as pas je vais aller chercher une première place, ça, et que tu es très long à progresser ou tu viens pas régulièrement, bah potentiellement tu peux vite te démotiver. Parce que tu vas voir les autres progresser plus vite. Voilà, et arrêter. Et après, c'est le deuxième point. Donc le premier, c'est la démotivation parce que c'est très long et même si tu progresses tout doucement, t'as pas ta ceinture. Et tu peux arrêter de dire j'en ai marre. Il n'y a rien qui m'anime en fait. Parce que le truc, c'est que les compétitions, ça a toujours été fait pour prouver ton niveau de progression normalement. Enfin, à l'époque, quand même actuellement, c'est toujours le cas. Quand tu fais une compétition, c'est pour savoir toi où t'en es dans ton parcours et par rapport aux autres. Donc fatalement, si t'as pas la compétition, il te manque cet aspect de progression. Comme tu dis, les préparations, moi, on va peut-être l'aborder tout à l'heure. Les préparations, tout ça, cette préparation, qu'elle fasse 8 semaines, 10 semaines, c'est intense. Quand tu l'as pas, ouais, bien sûr. Du coup, tu vas faire 9 mois, 10 mois, 12 mois peut-être d'entraînement. Sans objectif, c'est un peu plus monotone comme pratique. Et mais bon, les gens qui s'entraînent que 2-3 fois par semaine. On peut y trouver son compte quand même, parce que si on tombe amoureux de la technique vraiment et tout ça. Mais tu vois, il manque une carotte. Tu vois, il y a la carotte compétition où tu te fixes des objectifs, et il y a la carotte des ceintures. Pareil, tu te fixes des objectifs de barrette ou de ceinture. De progression dans tous les cas, quoi. Voilà. Donc il y a des clubs qui ne remettent pas de barrette dans les ceintures de couleur. Donc si ils remettent juste des ceintures et toi t'attends 3, 4 ans, 5 ans, tu peux très bien en avoir marre. Donc ça c'est le premier axe. Donc là pour clôturer cette première partie, c'est le fait d'attendre par rapport aux compétiteurs. Ouais, c'est ça. Pas par rapport aux compétiteurs, mais comme t'as que ça qui t'anime,
je veux dire, la progression technique, donc les grades pour récompenser ta progression technique, si c'est très long, tu peux te démotiver, étant donné que tu fais pas de compétition. Tu n'as pas envie de te faire chier d'aller faire de la compétition, donc tu peux Et en vite te jiu-jitsu, il n'y a démotiver. rien qui existe en dehors du circuit compétition, c'est ça? Il n'y a pas, bah non, il y a pas de kata de toute façon. Non, il y a, Donc, y a rien. soit toi tu progresses, soit Pour tu moi, les progresses, deux carottes qui peuvent faire avancer, évoluer quelqu'un, c'est la passion ou la compète. En gros. ouais, ou les deux, tu vois. Mais oui, tu as le côté ceinture, donc progression technique, tu vois, la beauté du jiu-jitsu, la beauté du geste technique, la précision du geste et la compétition. Donc si t'es pas compétiteur, t'as que ça. Si c'est long, bah il y a moyen que tu te démotives. Voilà, Ok. pour Donc ça, résumer. c'est la première partie. Voilà. Mon deuxième point d'appui, c'est que c'est un sport très addictif. Et il suffit que tu sois, donc, comme je disais, le quarantenaire ou le mec qui bosse beaucoup, qui peut pas trop s'entraîner, qui tombe sur, sur des petits jeunes. Qui s'entraînent tous les jours, voire En deux fait, fois par jour. le jiu-jitsu, c'est un sport, tu peux être piqué et facilement t'entraîner tous les jours. Ouais, bien sûr. Ça arrive beaucoup, c'est un sport, des fois on dit c'est un sport de chômeur pour progresser. La dernière fois, je parlais avec un ancien compétiteur, Semi Mogdad. Je sais qu'il regarde nos vidéos, donc déjà s'il voit... dédicace à lui, il dit ouais, c'est un sport de chômeur. Lui, quand il était au top français, il travaillait pas. Logique, ouais. Donc si tu commences, si tu fais du JJB, tu as une pratique normale, tu es bleu, tu as 3 ans de pratique, 3-4 ans de pratique, tu as un petit jeune qui a commencé il y a 6 mois, il est chômeur ou il est en études et il s'entraîne tous les jours, bah, tu peux facilement te faire torpiller par un mec qui a 6 mois de pratique et ça peut vraiment... Donc on retombe pareil, ça peut baisser t'es démotivé. Ouais. Mais ça c'est vrai dans toutes les disciplines en réalité. On dit jiu-jitsu mais Ouais, c'est un peu partout. Dans la muscu tu progresses moins si tu as moins de temps de repos et de sommeil et c'est fatalement... Mais je trouve que le JJB c'est beaucoup plus addictif que d'autres sports. Pourquoi ? Parce que, c'est mon point de vue, fatalement il est moins dangereux. Bon, il est dangereux parce que c'est un sport articulaire, mais que par exemple... le judo, si tu viens, t'es débutant, de chuter, c'est pas facile. Il faut savoir chuter, apprendre à chuter. Il y a des grosses boîtes, enfin tu vois. La boxe, le box taille, il y a des coups. Donc, Le JJB, ça peut être un sport de mec qui est un peu peureux, des sports de combat. Il dit j'ai pas envie de me prendre des coups, j'ai pas envie de me faire chuter, de prendre des grosses boîtes. Le JJB, c'est que du corps à corps. Et tu risques juste pour tes articulations, mais tu as juste à abandonner, à taper, et c'est bon. Donc, beaucoup de gens se dirigent vers là et s'entraînent énormément, tous les jours, 2 fois par jour, 3 fois par jour, il y en a, parce qu'il y a moins de risques de blessures que dans les sports de contact ou de grosses projections. Et du coup, il y a des mecs qui s'entraînent très, 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 très fréquemment, beaucoup plus que dans d'autres sports, je trouve, et du coup, ils progressent très vite. Et les petits jeunes de 18 ans qui s'entraînent tous les jours, ils peuvent vraiment dépasser un mec qui a 3-4 ans de pratique, un ceinture bleue qui s'entraîne 2-3 fois par semaine, et ça peut être démotivant aussi. Et voilà, donc je pense que... Donc on revient toujours à la démotivation, mais pour une autre raison, tu vois. Je pense que t'es bleu, tu peux arrêter facilement, surtout si t'as un peu un ego, voilà quoi. ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Le côté addictif, je dirais pas que ça vient que du jiu-jitsu. Je pense que c'est quand tu arrives dans une nouvelle discipline parce que moi qui pratique, par exemple, je prends la musculation qui est actuellement en pleine... c'est encore dans la mode, on va dire. C'est plus facile de tomber dedans parce que tu n'as pas les blessures. Oui. Et Mais donc c'est plus facile de tomber dans... indique pour moi de la musculation que du judo, du jiu-jitsu. C'est plus facile d'être addict à un sport qui est potentiellement moins dangereux. La muscu, c'est pas dangereux, tu contrôles tes charges. Bah oui, si tu fais pas le con, en vrai, si tu t'entraînes intelligemment, tu te blesses pas. Et les JJB, pareil, tu peux moins te blesser, on va dire qu'en boxe, tu peux prendre un gros KO, une commotion cérébrale. Puis même, c'est ça, dans le boxe, si t'es à la boxe taille ou quoi, t'as toujours mal au tibia parce que Bien tu vas sûr. taper les tibias, parce que tu vas te fouler la cheville, parce que si, parce que ça. Mais en jiu-jitsu, je trouve que... je suis pas d'accord sur le fait que c'est moins accidentogène, parce que... On prend tous les gars, par exemple, de notre club, il n'y en a pas un qui a pas mal à une épaule, un genou, un doigt... Je dis pas que c'est moins accidentogène, mais je dis juste que tu as moins d'appréhension de t'entraîner beaucoup. Parce qu'il n'y a pas direct le truc de la chute. Voilà, quand tu vas à l'entraînement, tu te dis pas, tiens, j'espère que je vais pas me blesser aujourd'hui.
Si tu vas dans un entraînement de judo, tu sais qu'il va y avoir 100 grosses projections, tu vas dire, ah, j'espère que je vais pas mal tomber, ou tu vois, je vais pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, vois bon, c'est vrai que normalement, dans la discipline, tu apprends à chuter. Oui, bien Donc, sûr. avant En d'arriver à boxe, faire 100 chutes comme ça, tu as appris d'abord, tu as fait 100 ou ouais, 200 bien chutes sûr. tout seul, mais effectivement, je vois ce que tu En veux dire. boxe, dans les sparring, tu peux très bien prendre un méchant KO, Oui, ça peut aller vite. un coup au foie. Ou te Donc, casser la main justement sur une exactement. frappe trop appuyée. Du coup, il y a quand même cette petite adrénaline, cette petite appréhension qui peut Et c'est exister. le facteur chance de la blessure, Ouais. en gros. Au JJB, clairement, tu te dis, quand tu vas t'entraîner, tu penses pas au risque de te blesser parce que c'est quand même du corps à corps. Il y a des clés, mais il y a Je suis pas totalement d'accord sur ton argument. Je suis pas 100% d'accord. Je vois ce que tu veux dire. En tout cas, moi, de mon expérience, je vois beaucoup plus de jeunes addicts au JJB, de gens qui s'entraînent tous les jours Et là, en c'est de plus en plus le JJB, cas avec le MMA, du coup. Mais que en judo, que au tennis, que au basket. est-ce que la marge de progression aussi, elle est pas plus satisfaisante? Parce que Ah, comme si. on en parlait quand on s'est préparé pour les France, comme en judo, c'est ce que je disais, on a, allez, je prends au hasard, on s'en fout du chiffre, on a 30 techniques, elles bougeront pas, c'est 30 techniques, même si tu peux les faire de manière Ouais, bien différente. sûr. En jiu-jitsu, C'est infini. c'est infini. Ouais. Parce que c'est une arborescence. Tu vas commencer de là, et en fait, selon sa réaction, et selon la réaction de sa réaction, et c'est pour ça que je pense que c'est ça qui est satisfaisant. Parce Ouais, que t'as bien pas, sûr. en judo, si t'arrives pas à faire cette technique-là, bah, tu la maîtriseras probablement jamais. Parce que si tu la maîtrises pas, tu peux pas faire l'étape d'après, par exemple. Non, mais je suis d'accord. Donc, Mais moi, de mon expérience, j'ai vu beaucoup plus de jeunes addicts au JJB, des mecs qui se mettent à fond dans le JJB, ils sont ceinture blanche, ils ont déjà des oreilles en chou, ils s'entraînent énormément. Bah, ces mecs-là, tu prends le petit papa, 43 ans, il s'entraîne 3 fois par semaine. Bah, ces mecs-là, au bout de 6 mois, ils le bah déroulent. oui, c'est logique. Ne Donc, serait-ce que parce que les hormones, ils vont plus vite non, mais bien progresser sûr. aussi, ils vont grandir. Du coup, le mec est plus propice à arrêter quand tu tombes sur des jeunes comme ça qui ont le cardio infini et tout. Voilà, je pense que. Enfin, c'est mon deuxième point qui fait que je pense que. Voilà. Après, si je dois faire le parallèle, bah, je vais encore faire le parallèle au judo, parce que c'est des seules disciplines que je connais, mais nous, on va avoir les deux cas de figure. Enfin, on va voir un peu la même chose, mais dans deux cas de figure différents. Soit le jeune, donc l'enfant qui a fait de ses 3 ans, on va dire, ils arrêtent en général vers 12-13 ans, toujours du judo, il a peut-être performé en compétition, voire des fois, je sais pas comment dire, mais vraiment très performé, quoi, il allait très loin, et qui va s'arrêter par, ça y est, j'en ai marre. Là, en plus, je commence à découvrir les soirées, les copains, les machins, et donc à 12-13 ans, ils s'arrêtent. Et plus tard dans le temps, souvent, ils reviennent soit au judo, soit au jiu-jitsu. D'ailleurs, maintenant, on a beaucoup d'anciens judokas qui viennent au jiu-jitsu, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Parce que, pour le principe que tu as dit, pas les chutes, Oui. point d'appréhension, etc. Puis avec le MMA, de toute façon, le jiu-jitsu c'est tellement démocratisé. Le jiu-jitsu, c'est quand même. Le jiu-jitsu brésilien, c'est quand même un sport où tu peux. N'importe qui peut le faire, en fait. N'importe qui peut s'inscrire à n'importe quel âge. Puis tu peux être handicapé, tu peux voilà. avoir 6 à ça, c'est Il accessible. n'y a pas de. Tu sais, genre, je sais pas, je parle encore du papa de 40 ans, il va s'inscrire à la boxe, se mettre des coups dans la tronche, potentiellement des. Il va moins bien s'en remettre voilà, que d'avoir tourné pendant 1 heure. JJB, tranquille, ça roule, tu peux t'adapter. Puis potentiellement, en plus, si il y a la possibilité, tu vas peut-être tourner avec que des gens de ton gabarit ou que des gens de ton âge. C'est clair. Parce qu'il y a des clubs, j'ai vu, je crois que c'est à Nantes, je crois qu'ils ont quasiment un cours par tranche d'âge ou un truc comme ça, ou par grade. Donc en fait, il y a vite possibilité de pouvoir être dans un créneau qui s'adapte à toi, en fait. Bien sûr. Même nous, là où on s'entraîne, il y a 3 groupes, il y a les débutants, les intermédiaires et les confirmés. Donc quand tu es débutant, tu t'entraînes avec les débutants et tout ça. Et après, oui, il y a les combats où on va se partager avec tout ça, mais pendant les combats, tu peux très bien dire, tu sais, voilà, j'ai mal là, ou ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais bon, si c'est des ceintures blanches, c'est un peu différent. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, alors que dans d'autres disciplines, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que si tu chutes de la même intensité en judo, que tu sois blessé ou pas, en fait. Mais je vois ce que tu veux dire. Et après, pour finir ce que je disais, sauf si tu n'avais pas fini. Non, vas-y. Les cas de figure où j'ai vu où les gens vont s'arrêter en judo, c'est soit à l'arrivée d'une ceinture importante. Genre, par exemple, tu t'arrêtes à la ceinture noire parce que tu n'as pas réussi à faire ton parcours. Là, j'ai un élève cette année, il a mis presque 1 an complet à faire sa ceinture noire parce qu'à chaque fois, il n'arrivait pas à avoir ses points, où il se faisait refouler au kata. Et comme c'est une préparation, tu peux vite te décourager, dire allez, c'est bon, ça me saoule, je vais pas plus loin. Donc, tu as ces caps-là aussi. Ouais, ok. Donc moi personnellement, pour moi, donc je vais en donner 3 cas de figure. Pourquoi beaucoup de gens arrêtent à la bleue? Donc pour la longueur des ceintures, comme j'ai expliqué au tout début.
Deuxièmement, la démotivation de se faire rouler par des mecs qui ont beaucoup moins d'expérience que toi. Même des fois, tu as 4-5 ans d'expérience, t'as un mec qui a 6 mois qui s'est Parce entraîné. qu'il suffit qu'il Il vienne te de la lutte. fume. Hein. Voilà. Ouais, bien qu'il sûr. vienne d'une autre discipline de Bien sûr. prévention. Quand c'est 1, ça va, mais quand c'est 3, 4, 5, là, tu peux te démotiver. Et troisième point, la vie, tout simplement. Un événement, une maladie, quelque chose. Enfin, voilà. Pour moi, c'est les 3 grosses choses qui fait que les mecs s'arrêtent à la Est-ce que bleue. toi, par exemple, tu te retrouverais dans un de ces cas de... Est-ce que tu te dis, aujourd'hui, là, avec toute l'expérience et le fait que tu sois forcément accro, parce qu'aujourd'hui, je pense que tu fais un jour sans jiu-jitsu, ça va te Ouais, rater. bien sûr. Est-ce que toi, tu te retrouvais dans un de ces cas de figure-là, par exemple? À l'époque, non. Je me suis pas... Non, bah, c'est pour ça que je vais arrêter. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que ça serait possible, bon, après, on sait pas de quoi demain est fait, mais est-ce que demain, si t'arrives à un événement, ou est-ce que demain, s'il y a une frustration, tu penses que t'arrêterais? Non, je pense pas. Parce que après, avec le temps, c'est... Juste petite coupure, hein, on a Non, dû, ça a coupé. rallumer. Donc, du coup, toi, tu te verrais arrêter pour une de ces raisons que tu as citées ou pas? Non, je pense pas. Tu sais, avec le temps, maintenant, ça fait partie de ma vie. Ouais, C'est-à-dire que c'est un équilibre à trouver c'est une que habitude, j'ai quoi. trouvé. Donc peu importe, c'est propre à chacun. Mm. Ça peut être tous les jours ou le gars qui a son truc 3 fois par semaine, c'est réglé. Mais moi, ça m'accompagne dans les bons, les mauvais moments. J'ai besoin de ça. Et comment dire, après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Non, c'est pas... Ça, demain, on ne sait pas ce qui peut m'arriver. Mais honnêtement, je ne pense pas et j'ai jamais failli arrêter. Pour le coup, ça m'est jamais arrivé. Mais demain, On sait jamais, ouais. demain, on sait jamais. En tout cas, pas pour des raisons de problèmes, de frustration. soucis. C'est plutôt le contraire. Ça m'aide. Tu Mm. vois, j'y vais, j'oublie. Pour le stress ou les trucs comme ça. Voilà, c'est peut-être- j'en ai besoin. Bah, je te rejoins sur ce point-là. Après, moi, c'est vrai que ça m'est arrivé de penser à arrêter à cause des blessures. Je me suis beaucoup blessé quand j'avais fait l'interview sur ma pire blessure. Mhm. J'ai beaucoup de blessures, je me blesse régulièrement. Peut-être parce que je m'entraîne très mal en jiu-jitsu, c'est possible, hein, même en judo. Mais je me blesse tous les ans, j'ai forcément une blessure qui dure. Là, par exemple, quand j'ai repris le judo, je m'étais subluxé l'épaule. Ça dure 2 ans, tu vois. Mm. Ça fait 2 ans que ça me gêne, etc. Et quand je suis revenu après le confinement, donc 2 ans quasiment sans pratiquer, je faisais que de la musculation sans blessure. J'avais découvert le quotidien sans blessure, Ouais. sans les douleurs et tout. J'arrive, je reprends une semaine après, je me reblesse direct. Tu Je reprends repousse le l'épaule, judo c'est et ça. tu te blesses. Et direct l'épaule, c'est grosse luxation. Enfin, c'est un truc hyper gênant, hyper douloureux. Un truc qui dure 3 mois où t'as mal tous les jours. Direct dans ma tête, c'est bon, ça m'a saoulé. Je touche plus. Et en fait, en réalité, je suis allé à un événement, donc le Grand Slam de Paris. Et t'as la flamme qui revient. Tu dis, putain, j'aimerais bien être là-bas. L'appel de la forêt. Tu veux le refaire? Pourquoi tu veux le redire? J'aime bien. Mais ouais, en tout cas, il y avait ce truc où, en fait, déjà, je me voyais à leur place et la compétition m'avait manqué. Mm. Déjà, non seulement parce que je suis compétiteur dans l'âme, et ça dans toutes les disciplines que je pratique, Mhm. j'ai besoin de ce truc. Même si je suis pas forcément bon, ça je peux pas le dire, je peux pas le nier, mais j'ai besoin. Pourquoi tu te marres déjà? C'est pas sympa. Non, tranquille, j'ai rien dit. Non, mais j'ai besoin de ce challenge. J'aime bien la compétition, je veux dire, c'est ce qui me permet d'aller à l'entraînement et c'est ce qui fait que, du coup, qui m'a redonné envie de retourner à l'entraînement. Mm. Donc, sinon, dans De toute ces façon, je conditions-là. pense que quand on a été piqué longtemps par le sport, Mhm. on y revient. Si on C'est n'a ça. pas de pépin physique, à un moment, Et au final, qui serait revenu, c'est je ça. pense, dans Comme- tous les cas. T'as vu, de toute façon, ça a duré 3 mois, j'ai boudé 3 mois, Ouais. je suis revenu. Et aujourd'hui, je me rends compte que, en fait, même quand je me blesse, je suis pas capable d'arrêter. Je me suis blessé il y a pas si longtemps que ça pendant la préparation du championnat de France. J'ai pas pris une seule journée au Mm. final. J'ai juste, je sais, c'est quand je me suis cassé le doigt, Ouais. quoi. J'ai strappé, je suis revenu le lendemain. Donc, une fois qu'on est piqué, effectivement, c'est mort. C'est comme ça. Bon, en tout cas, c'est pour la partie sur l'arrêt en ceinture bleue. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as fait le tour du sujet? Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Et aussi dire que la ceinture bleue, c'est quand même une ceinture un peu plus monotone que les autres, puisqu'on est là on cherche encore son jeu. Bon, il y en a qui le trouvent. On cherche encore son jeu, donc on est sur les bases du JJB. Entre le début et l'intermédiaire. On est sur les bases du JJB, tu vois. Il y a beaucoup plus de gens qui nous battent que ce qu'on bat des gens. Enfin, à la salle, parce qu'il y a plus de gradés que de ceintures blanches, en général, même s'il y a beaucoup de ceintures blanches. Mais que quand on arrive en violette, on commence à développer un jeu personnel et ça devient plus intéressant parce que, tu vois, la violette, c'est vraiment la personnification du jeu. Et là, tu commences à découvrir d'autres choses. Donc, je pense que voilà, la bleue, c'est la plus monotone et c'est pour ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on peut passer au sujet suivant. C'est bon pour toi? Ouais, Vas-y, arrête de rire là. Ok, donc sujet suivant.
préparation des compétitions, entraînement intelligent. On va voir tout ça tout de suite. Après le jingle. Tadadadam. Ok, alors Anthony, qu'est-ce que c'est qu'une bonne préparation pour Alors. les compétitions? Dis-nous tout, Jamy. Une préparation pour les compétitions, pour moi, il n'y a pas 20 bonnes façons de faire. Il n'y en a qu'une vraie bonne façon. Et ceux qui veulent me contredire me contrediront dans les commentaires, n'hésitez pas. Pour moi, en fait, c'est une planification à faire sur l'année. D'accord ? Il y a deux points très, très marqués. Il y a le point dans l'année où tu vas faire évoluer ton jeu. Et il y a le point où tu vas affûter ton jeu. Donc attention, je ne parle pas de préparation physique, je ne parle pas de planification dans les entraînements en nombre d'entraînements, je parle de manière générale. Il y a les périodes où on fait fleurir notre jeu, et il y a la période où on affûte notre jeu. Donc je vais prendre un exemple très concret. Imagine j'ai un jeu, donc c'est pas ça bien sûr, j'ai 10 techniques. Ok. Dans mes 10 techniques, il y a 7 techniques que je fais très bien et 3 techniques, bon voilà quoi. La période d'affûtage, elle va me servir à quoi? 2 choses. À comment me retrouver ou amener mes adversaires dans ces 7 techniques-là. Donc je vais driller comment amener ces techniques, tous les moyens pour arriver dans ces positions, dans ces techniques-là. Et deuxième chose, affûter ces techniques-là. Par exemple, le triangle, je vais rendre mon triangle, tu vas pas pouvoir sortir du triangle. Je vais l'affûter. Mon juji très dur, pas grosse pression. Je vais vraiment affûter mes 7 techniques-là. Okay, donc je pars d'un jeu où j'ai 10 techniques, j'en ai 7 bonnes. L'affûtage, comment amener tout le monde dans mes 7 techniques, dans mes 7 positions, mes 7 techniques, et améliorer ces techniques-là. Celles que tu maîtrises déjà, quoi. Celles que je maîtrise déjà, mais je vais les rendre affûtées, c'est-à-dire un horloger. Je vais être parfait dans mes techniques et comment amener les gens dans cette technique-là, donc de toutes les positions et tout ça. Ça, c'est l'affûtage. Okay, se passe la compétition, donc j'ai fait un game plan avec mes techniques, comment amener les gens dans ces techniques-là, j'ai fait mes techniques, j'ai découpé tout le monde. Après, il faut que je fasse grandir mon jeu. Je ne peux pas rester avec mes 10 techniques que je connaissais à peine, enfin avec mes 10 techniques et mes 7 techniques que je connaissais bien. Je vais faire grandir mon jeu. C'est-à-dire que là, je vais m'ouvrir et apprendre des nouvelles techniques. Donc de 10 techniques, je vais passer peut-être à 16, 15, 16. Donc là, et quand je vais... t'apportes voilà, des techniques que tu maîtrises pas. Voilà, c'est ça. Tu Tu les apprends, apprends. tu es en apprentissage. Et quand tu rentres dans l'affûtage, peut-être qu'au lieu de 7 techniques que tu maîtriseras bien, il y en aura 12. Et tu vas t'affûter sur ces 12 techniques-là. Chaque fois, en fait, tu reviens sur celles que tu maîtrises. Sur ces 12 techniques-là. La compète se passe, je réouvre mon jeu et je vais peut-être après connaître 20 techniques. Donc, quand je parle de techniques, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des gardes, des soumissions, des passages. Mais voilà, pour grossir, je parle de mon jeu en fait. Je vais faire grandir mon jeu et quand je rentre en période d'affûtage, je réaffûte mon jeu. Donc ce que je vois souvent en fait, c'est qu'il y a beaucoup trop d'affûtage que de fleurissage de jeu. Tu vois ce que je veux dire? En gros, tu passes plus de temps souvent dans l'année à juste refaire les mêmes techniques, quoi. Ce que je vois beaucoup, et c'est une erreur je trouve. Ok. Parce que les gens finalement, ils sont forts dans ce qu'ils font, mais ils n'ont pas un panel ultra développé. Les gens font beaucoup trop d'affûtage. Pourquoi? Parce qu'ils font un affûtage. Ils s'affûtent pour la compète de Normandie, ils s'affûtent pour ci, ils s'affûtent pour ça, ils s'affûtent pour les France. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a des compètes, ça doit être des compètes de préparation, il faut pas faire d'affûtage. En gros, pour la finale. Pour essayer son nouveau jeu, justement. Après, pendant le combat, il y a le fait de combat, c'est-à-dire il y a les faits de match. Tu te retrouves dans une position, tu vas sortir ton meilleur jeu et tout ça. Mais quand même, il faut tester, il faut essayer ton nouveau jeu, tes nouvelles techniques que tu as essayé à l'entraînement avec des ceintures blanches, après des bleus, des violettes, des mecs légers, lourds, et après à l'entraînement, pendant les compétitions et tout ça. Et du coup, prendre des risques à ces moments-là. Voilà. Pour voir ça et dans ces compétitions-là, il ne faut pas faire d'affûtage, il faut continuer à faire fleurir notre jeu. Et le jour de la compétition, on s'entraîne avec nos armes. Pas faire d'affûtage. Toi, tu parles pas de compétition
qui vont amener derrière quelque chose. C'est Bien un sûr. Open, c'est Je parle un tournoi. du Spirit, je parle de l'Open de Normandie parce qu'il est plus qualificatif maintenant, Ouais. enfin de En Lyon. gros, c'est pas quelque chose qui est qualificatif ou qui est, Voilà. je sais pas comment c'est en jeu dessus, enfin bref, un truc important, quoi. C'est pas une Voilà, date c'est ça. importante. C'est un Open, c'est un tournoi. Pour moi, c'est en début de saison, il faut se fixer des objectifs. Donc, pour les Jiu-Jiteros, peut-être 2, peut-être 3, mais ça n'empêche pas que tu vas t'entraîner toute l'année, que tu vas faire peut-être 10-15 compétitions, mais 2 compétitions ou 3 compétitions où tu vas faire un affûtage. Alors, tu sais que tu fais les Europes et les France, tu sais qu'il y en a un en janvier, un en Ça juin. peut être les tu sais que tu Europes, peux les faire, France, ça peut être la JP, peu importe en fait. Peu importe ta date butoir, mais Peu tu importe prépares ton l'objectif, ton objectif, tu vois, ça peut être les Europes, ça peut être les Panam, ça peut être les Worlds, peu importe, ou même le gars peut-être qui veut gagner les France en Guy, et peut-être, peu importe, mais fixer 2 ou 3 dates d'échéance où tu veux vraiment performer et où tu vas t'affûter, d'accord? Mais sur le reste du temps, les compètes que vous faites, il faut pas faire un affûtage parce que finalement, tu vas pas progresser techniquement, tu vas être très fort dans ce que tu sais faire, et quand tu vas tomber sur un gars donc, qui est ou supérieur vraiment physiquement, ou qui lui a un panel technique développé, et qui te fait tomber dans un truc que tu n'as pas travaillé. Exactement, ou alors que son jeu, c'est vraiment ton anti-jeu. Ah oui, c'est-à-dire que toi, t'es fort en passage, mais lui, il est fort en garde fermée. Voilà, toi, ta spécialité, on va dire que c'est le passage de demi-garde, et lui, sa spécialité, c'est la demi-garde, pile du côté où toi tu passes. Ah oui, et d'accord. s'il est bien meilleur que toi dans son jeu que toi dans le tien, il va te battre bloqué, ouais. si t'as pas d'autres solutions, d'autres passages que tu auras appris et tout ça. D'accord, ouais. Donc, pour résumer en clair, je vais schématiser. Donc, se fixer 2-3 vraies échéances importantes. Donc, faire des affûtages que pour ces compétitions-là. Le reste du temps, vous entraînez dur, mais il faut apprendre. Il faut apprendre, faire grandir son jeu, afin qu'à chaque affûtage, les uns après les autres, à la fin de l'affûtage, on ait plus de techniques affûtées que la fois d'avant. Et au final, ça revient au premier chapitre, où c'est la progression. Oui, bien sûr. Parce que du coup, pour devenir ceinture violette, c'était ceinture bleue ou ceinture blanche, ceinture bleue, il faut que tu apprennes. C'est ça. Et la compétition, c'est à ça, du coup. Et au Jiu-Jitsu, des fois, il y a des bonnes violettes, et ils continuent, ils travaillent que leur jeu. Ouais, ça, c'est pas mon jeu. Tu sais, souvent, t'entends ça. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pas mon jeu. Ah, j'aime pas trop ça. Moi, je ferais pas ça en combat. Tu peux pas dire, ah zut, c'est pas mon jeu. Mais en fait, c'est pas ton jeu. T'es bleu et tu peux pas encore déjà dire ça, c'est pas mon jeu. T'es violette, tu peux pas déjà dire ça, c'est pas mon jeu. Que tu sois noir, que tu le dises, c'est possible. Voilà. Parce que du coup, tu as vraiment 10-15 ans de pratique. Bien sûr. Et là, oui. Mais j'entends trop ça chez les débutants, entre guillemets. Bleu, début de violette, j'entends trop ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Faites grandir votre jeu au maximum et affûtez-vous. Et à chaque affûtage, à la fin de l'affûtage, vos techniques où vous êtes découpé, précis, ça doit être plus que la fois d'avant et à chaque fois, ça doit être plus. C'est marrant le parallèle que tu fais parce que je le fais sur la musculation pour le coup. D'accord. Où on va entendre des mecs te dire ouais non moi je fais pas cet exercice là parce que tu sais genre je me sens pas fort dedans. Mais c'est pas possible en fait. Si ça fait 1 an que tu pratiques ou 2 ans, ouais, bien sûr. tu peux pas déjà dire celui-ci je le maîtrise pas. Non parce qu'il faut l'essayer. Ouais, c'est clair. Donc si tu dis par exemple moi je fais pas de squat parce que j'arrive pas à en faire, bah bosse-les. En fait donc je fais le parallèle parce que ça ressemble beaucoup à ce que j'entends en salle. Ce que tu dis dire c'est pas mon jeu. Bah oui, mais c'est normal que c'est pas ton jeu pour l'instant. Ouais, bien sûr. Pour l'instant, c'est logique. Tu viens avec zéro base, quoi. Donc voilà, c'est pas hésiter à faire grandir votre jeu. Et puis après, quand je dis 2 objectifs ou 3 objectifs, c'est un nombre comme ça. Si vous avez vraiment 4 compètes, faites-le 4 fois. Mais je veux dire, il y a des compètes, vous n'avez pas besoin de faire d'affûtage. C'est des compètes de préparation. Vous allez en Normandie, ne faites pas un affûtage pour l'Open de Normandie. Testez vos nouvelles techniques. Ou ne faites pas d'affûtage, continuez jusqu'à même la semaine d'avant ou les semaines d'avant à faire évoluer votre jeu. Ne vous restreignez pas juste pour l'Open de Normandie. Je prends la Normandie, je sais pas, c'est un exemple. Oui, c'est un bon exemple. Parce que c'est une région. Non, je rigole. Je vais mettre à dos tous les Normands. En plus, c'est même pas eux qui ont le Mont-Saint-Michel. Allez hop. Comment créer des problèmes dans les commentaires? Non, enfin bref, voilà quoi. Mais après, du coup, par rapport à ça, comment t'inclus ta prépa physique? Est-ce que toi, alors ça c'est autre chose. Quand tu fais ta prépa physique à côté, tu la mets sous le même fonctionnement que ta prépa technique? Alors là, moi, je parlais exclusivement de la pratique technique. De la partie technique combat.
Je parlais juste de cette partie-là. Des mecs qui viennent au dojo, sur le tatami, comment bien s'entraîner, comment bien planifier sur le tatami. Donc, au début de l'année, un calendrier, vos dates butoirs et vos entraînements en fonction, avec vos affûtages en fonction. La prépa physique, bah, c'est en parallèle et pareil, ça dépend après. Pour le coup, pour la prépa physique, pour moi, il n'y a pas qu'une bonne méthode, il y a plein de bonnes méthodes. Et puis ça va dépendre de ta morphologie. Ça peut être, dépend de ta voilà, constitution, ça peut être par de cycle, ça peut être déjà, est-ce que tu es en surpoids, est-ce qu'il faut que tu travailles ton cardio, est-ce que tu as un manque de force, il faut que tu travailles de la force, peut-être pour essayer d'être plus complet, faire des cycles. Travailler une mobilité, mais pour ça moi, peut être tellement de choses en fait. C'est bien plus complexe que ça. C'est pour ça que normalement la prépa physique ça se fait avec un coach. Ouais, bien sûr. Trop souvent être tout seul en salle. Et le JJB, ça se fait avec un coach. Et s'il y a un head coach dans la salle, et ben, il doit guider ses élèves comme ça. Dans la bonne direction. Ou mettre des objectifs communs à toute la salle. Les gars, cette année on se focus là-dessus. Ou alors c'est personnel et faire un accompagnement personnel. Mais la prépa physique, c'est bien plus complexe que ça. Parce que ça, en gros, tu vas à la salle, tu te laisses guider. Normalement, si ton coach est bon, c'est comme ça qu'il va faire. Et puis logiquement, la prépa physique, c'est plus personnel. Croiser la prépa physique avec bien sûr. la prépa du coup technique, parce que l'idéal serait d'avoir les deux coachs qui puissent communiquer, ça serait encore mieux. Bon, après, on n'est pas tous des professionnels. Ouais, non, c'est sûr. Mais oui, la prépa physique en soi, elle doit s'accompagner avec en parallèle. Oui. Mais là, faut pas non plus de cramer pour le jiu-jitsu derrière et puis. Peut-être qu'on fera un prochain sujet sur la planification des entraînements physiques. Ok. Genre des exemples de. Ouais, ce serait bien, ça, ce serait ton domaine. Mais là, toi aussi au final. Oui. Nous s'entraîne différemment. Mais ouais. Mais oui, on pourra donner chacun notre point de vue, nos manières de faire, parce qu'on a deux manières différentes et deux manières qui marchent. Mais là, on parlait vraiment de la partie combat, JJB ou peu importe autre sport. C'est comme ça que les athlètes font en MMA. Hein. Ils s'affûtent et quand ils n'ont pas de combat de prévu, ils améliorent leur jeu, ils font grandir leur technique, ils font grandir leur panel. En MMA, c'est comme ça. Je pense que dans tous les autres sports, potentiellement, c'est comme ça. Donc, voilà. Oui. T'as fait le tour pour toi ? Ouais, j'ai fait le tour. Toi, c'est bon ? Ouais, pour moi, c'est clair. Moi, j'ai plus été spectateur, mais c'est intéressant. Ok. Bon, on passe à la suite. Ah oui, je voulais demander ça, c'était la fête de la musique. Bon, on n'en a rien à foutre, mais on aimerait bien que vous dites en commentaire, vous avez qu'une musique à choisir, une seule musique pour vos entraînements. Quelle musique vous mettez systématiquement en compète. Enfin, dites-nous une seule musique à retenir pour vous, pour le sport. Non, je sais pas si c'était français. En gros, est-ce qu'il y a une musique qui vous motive ? Voilà. Mais une seule. Si vous devez, dans votre playlist, vous sortez une musique qui marche à tous les coups et qui vous motive. Et du coup, maintenant, je te demande à toi. C'est dur, c'est très dur, mais si je devais en retenir qu'une, en fait, c'est un remix de Gangsta Paradise. Ok. Je sais pas comment ça se dit, mais c'est Two Way, je crois, le gars qui fait le remix. Et c'est, tu sais, la musique qui avait été utilisée pour le combat Jones-Gann. D'accord. Et vraiment, celle-ci, c'est Gangsta Paradise, si tu as ouais, bien sûr. Et en version remix, c'est très lent. Bref. Quoi ? Bref, vas-y. Pourquoi tu fais ça ? Tranquille, c'est rien. Donc voilà, je sais pas si on pourra pas forcément la mettre. Non. Ça va être. Ok. Le pire. Et toi, du coup, t'as. Alors moi, c'était rap français. C'était quand j'allais en compétition. Celle-là, elle passait obligatoirement dans mon casque et même en boucle. C'était Rof, Seul contre tous. Ah oui, d'accord. Donc déjà avec le titre. J'adore cette. Enfin, c'est une musique. Voilà. Quand j'allais en compétition, c'était Rof, Seul contre tous dans les oreilles. Et toutes mes compétitions, elles passaient dans mes oreilles quand je m'échauffais. Je vous mettrai des bouts d'extraits de moins de 10 secondes, je crois, en espérant ne pas se faire strike, comme ça vous avez les Oui, non, on va pas prendre le risque, hein. Tranquille. Normalement, si c'est quelques secondes, c'est possible. Si on se fait strike, je les retire, et vous les aurez pas dans ce cas-là. Mais dans tous les cas, voilà, moi c'était cette musique-là, donc vous, en commentaire, mettez-nous une musique qui vous motive. Qui vous marque le plus, parce que là, on vous dit celle qui nous a le plus marqué, parce que moi sinon j'ai une Ah, mais moi j'en ai plein. Final Countdown. Enfin, j'en ai plein. Tu la mettais au CrossFit à l'époque. Ouais. Donc voilà. Pour la musique, et maintenant on va passer donc à vos propositions de sujets. On en a eu pas mal, donc on va dire quelques mots sur chaque. On voulait en prendre qu'un au début, mais il y en a tellement à... Encore merci à ceux qui ont participé, c'est cool, ça fait vivre le truc. Carrément. Et je pense qu'on fera ça à chaque fois avant de tourner un podcast. On vous demandera, on prendra vos sujets, on dira 2-3 mots sur chaque.
Et puis s'il est vraiment intéressant, on le traitera dans un autre podcast vraiment précisément. Donc, le premier, c'est un sujet qui avait déjà été abordé, mais j'aime tellement, c'est les grandes célébrations dans les compètes locales. Alors moi, on a fait tout un sujet déjà. Ah non, mais moi, là, ça ce me week-end, régale. on s'est encore bien frotté les mains sur ça. Moi, ça me régale. Le master, regarde, ceinture blanche, moins de 94, et je pose le truc. Ceinture blanche, moins de 94 kilos, master 3-4, Open de Normandie, Un tour. 3 dans la KT. Toi, t'es de l'autre côté, donc t'arrives direct en finale. T'es déjà en finale. Ouais. Tu gagnes avec un combat dégueulasse. Tu sais, combat Garde lourd. fermé 6 minutes. Non. Ça reste debout, tête contre Ah oui. tête. Ça tire la garde et tu gagnes parce que toi, t'as eu une pénalité et lui, il en a eu 2. Ouais, d'accord. Ouais. Combat dégueulasse. Tu gagnes, tu lâches tes 2 plus gros doigts au ciel pour ta grand-mère décédée. Tu tapes le torse. Kim Parker torse nu. Tu tapes le torse à la King Kong. Tu piques le micro de la meuf de la... Dédicace à personne fallait être là. Tu piques le micro de la meuf de la CFJB et tu tapes ton meilleur discours, tu sais, à la Rocky 4. Si moi j'ai changé et que vous avez changé, c'est que tout le monde peut arriver à changer. Tu rentres chez toi en bio, en anglais bien sûr, French National Champ. Dans la photo, en description, merci à mon coach mental, merci à mon chien, merci à ma chienne. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est en roue libre, faut l'excuser, c'est un sujet qui le touche. Ah non, mais c'est. Ah là là, moi ça me régale ça, les mecs comme ça, on en voit tout le temps. Avec la photo oubliée et la photo avec la médaille. Bien sûr, la fameuse médaille, bras tendu. Ah oui, c'est vrai, focus sur la médaille, flou derrière. Ah là là là. Ou quand t'es dans le lit avec la médaille à côté. Enfin bref. Bon, moi ça me. Vas-y. Est-ce que t'es d'ailleurs en judo, ça tourne encore. Ouais, c'est toujours. Est-ce que d'ailleurs en judo, il n'y a pas un truc de pas. Il y a une limite de célébration, sinon on est disqualifié. Déjà, tout d'abord, comme on a le code moral qui est très ancré, en compétition surtout, déjà, il y a plein de choses que tu verras pas en compétition de judo. Déjà, on change pas dans les gradins, tout ça, c'est le respect, tout ça. Donc ça, c'est la base. Ensuite, en termes de célébration, faut savoir que se déshabiller en judo, c'est mal vu, c'est une pénalité déjà. Donc, si tu te déshabilles pour célébrer, tu peux dire au revoir à ta médaille. Quand même t'as fait la meilleure finale, grosse finale de ce que tu veux, tu t'es déshabillé. Parce que j'ai le souvenir d'un truc comme ça. Il y a un mec qui avait arraché son ki, et du coup c'est l'autre qui avait gagné. Exactement. Ouais. Je sais pas dire une bêtise, mais je crois que c'était un truc genre au championnat du monde ou un truc comme ça. Bah moi je suis pas le judo et ça m'avait marqué. Ça a dû être même limite au JO possible. Et le gars pareil, il enlève ça, il tape sur le torse machin. Ils prennent en fait, c'est pas comme en jiu-jitsu où on prend les mains, on les remet face à face et l'arbitre annonce. Donc, disqualification et annonce le vainqueur. Donc forcément, t'es là, t'as gagné ta finale, même si c'était grandiose, c'est pas possible. En jeu, on peut célébrer, ça existe, il y a des... c'est pas moi, c'est le plafond, tout ça existe, tu vois. Ouais. Mais plus sobre. Après, ça existe, il y en a qui hurlent, il y en a qui truquent, mais souvent, c'est finale... championnat du monde. Les judokas, ils savent, de toute façon, c'est très protocolaire, faut qu'ils rentrent là, qu'ils sortent là. On doit saluer une fois, 2 fois, le tatami, c'est trop. Les claquettes. Oui, alors c'est trop si on veut, mais c'est traditionnel. Une fois, j'ai gagné un combat, je sors par là, l'arbitre m'a dit reviens, j'étais sorti. Tu refais tout, quoi. T'avais juste à me le dire, reviens, refais le chemin inverse. On doit pas, en compétition, sans les caméras, etc., il y a les arbitres de coin, il faut pas que tu coupes devant, par exemple. Donc tu dois faire tout le tatami, tout ça c'est très protocolaire. Mais c'est du judo, c'est normal. Donc effectivement, tu verras pas ce genre de célébration parce que tu peux perdre ton titre sur ça. Et les mecs le savent de toute façon. On en a quand même des gars qui célèbrent. En fait, nous c'est plus avant le combat, les gars qui tapent sur les cuisses, qui font du bouton avant, qui se tapent la gueule, etc. Ça existe, on en a quand même, bien sûr. Mais pas ce qu'on a vu par exemple ce week-end, les mecs qui enlèvent carrément la veste, qui est torse nu, qui marchent pendant une demi-heure, qui saluent tout le monde, qui remercient tout le monde avant de revenir, machin. En jeu, t'as fait ça, déjà t'es disqualifié. Ok. Je sais pas si c'est une bonne référence, mais voilà, pour dire les extrêmes. Ensuite. Donc ça c'était pour les célébrations. Ensuite, les meilleurs circuits, les pour, les contre. Donc on va. Ça c'est une bonne question. Je crois que c'était Kalim qui avait posé la question. Ça me fait penser en powerlifting et en bodybuilding où il y a 10 000 fédérations. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça vaut vraiment en jiu-jitsu brésilien ? Quelle fédération ? Et justement, on va en parler. Donc j'ai choisi les 3 plus grosses, CFJJB, Newaza, FFL. Donc ça, c'est les plus grosses. Oui, après tu peux faire le circuit AJP, tout ça, enfin bref.
Mais là, en France, en gros, tu peux être champion de France, parce que voilà, on va dire les titres. Champion de France CFJJB, champion de France Newaza, champion de France FFL. Je crois que j'ai fait champion de France dans les 3, et je connais les 3 circuits, j'ai fait les 3 circuits. Ok, moi j'ai pas fait FFL juste. Donc, oui, toi t'as fait Newaza CFJJB. Ok, donc je pense qu'on est tous d'accord, tous les JJBistes, les Jujiteros, sont d'accord pour dire que le niveau, il est à la CFJJB. Bien sûr, ça y a pas de doute. Ceinture noire, adulte, c'est meilleur que partout. Le niveau, il est ouf. Le niveau technique, il est ouf. Et plus ça va, plus c'est donc ça, c'est mieux en mieux. Quoi. Voilà, je vais dire chaque et je vais dire les pour, les contre, ok? Comme ça, enfin, toi aussi, hein, parce que... Bah, moi, j'ai pas une grosse expérience sur la FFL, du coup, je peux que comparer Newaza et... Donc, CFJJB, le pour, c'est vraiment le niveau, il y a l'adversité. Si t'es champion de France JJB, c'est supérieur que si t'es champion de France Newaza ou FFL, pour moi. Je dirais même plus niveau organisation et niveau. Pour moi, ils fument tout le monde à CFJB. Maintenant, oui. Ils sont super chauds. Ouais. Les écrans géants. Les médailles. Incroyable. Ça, c'est dans les pour. Le petit t-shirt aussi. Oui, le t-shirt de la compétition. C'est con, hein, mais tu vois ça nulle part. Hein. Mais les contres, t'as ça parce que c'est payant. Ah oui, alors oui, voilà. Du coup, c'est un aspect important. En Newaza, t'as pas le t-shirt, t'as pas les belles médailles, mais c'est gratuit. C'est pas donné en plus. C'est en moyenne entre 60 balles, on va dire. Et 60 euros, c'est ça? 55 ou 65 sur les trucs. Donc, c'est payant, c'est cher. Donc ça c'est les comptes. Mais après on a des beaux lieux aussi. Des beaux lieux, une superbe organisation, des superbes médailles et le niveau. C'est-à-dire quand tu es champion de France, j'allais dire en adulte, mais bon, c'était quand tu es champion de France CFJJB, en adulte, en ceinture noire fort, adulte, tu es le meilleur français, il n'y a pas à chier. C'est-à-dire, par exemple, si on devait prendre un gars, le meilleur français de France, toutes fédérations confondues, aujourd'hui, ce serait Reda Meptouche. Pourquoi? Parce qu'il a gagné l'absolue ceinture noire adulte à la CFJJB. Donc voilà. Il n'y a pas de doute. Quoi. Et après, le petit moins aussi, c'est le coup de... tu sais, pour le temps qu'ils envoient les plannings, etc., et les tableaux. Alors, c'est bien qu'ils envoient les tableaux, moi je vois pas l'intérêt. C'est bien qu'ils envoient les tableaux des combats, moi vraiment, venant du judo, non, c'est surtout les plannings. Mais surtout, ils les envoient la veille, quoi. Ouais. Donc, ça veut dire qu'imaginons, tu viens de loin, il te faut 3 jours de transport, j'en sais rien. Tu dois prévoir. Le truc, c'est que tu sais pas si tu combats le samedi ou le dimanche. Exactement. Moi, c'est tu le sais le vendredi. C'était pour le grappling. Ouais. Moi, je prévois tout pour le dimanche parce qu'en général, je combats le dimanche. Donc, moi, le samedi, j'ai une journée entière. Et là, c'était le samedi. Et là, c'est le samedi, sauf que je le sais le vendredi à 18h, je crois. Donc, forcément, ça change tout. Heureusement que c'était pas loin. Heureusement que c'était pas. Tu sais, il fallait qu'on tape 6 heures de route et tout parce que ça, c'est le seul. Enfin, ça fait partie des points noirs où tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas une heure précise d'arriver? En judo, quand même c'est mal organisé, de toute façon on va en venir, tu sais 6 mois avant, enfin en vrai je dis 6 mois avant, quand tu t'es inscrit à l'événement, tu sais que tu dois être à 8 heures pour la peser tel jour et telle heure, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, en fait ils mettent maintenant ils mettent par catégorie. Tu sais que les moins de 66 jusqu'à moins de 81, ils vont devoir se peser entre 8h et 9h. Les moins de 100 et les plus de 100, ils sont de 9h à 10h. Au moins, même si tu sais pas à quelle heure tu combats parce que t'as pas les tableaux, au moins t'es là, tu sais quel jour et il n'y a pas de doute. Et pour les moins, il y a aussi le poids. Tu te pèses juste avant de combattre. Pour les mecs qui font un régime, ils peuvent pas trop recharger. Ouais, je sais pas, dans toutes les disciplines que j'ai faites, c'est ça. Non, moi j'ai combattu en Newaza, tu te pèses le matin ou tu peux te peser la veille. Que là, si tu passes à 14h ou 15h, tu vas te peser là-bas. Et donc, si tu arrives tôt à la compétition, tu dois faire gaffe à ton poids. Enfin, c'était limite, tu vois. Et c'est pesé en kim en plus. Alors qu'en Newaza, c'est pesé en slip, donc t'as une petite marge. Exactement. Mais les catégories sont pas les mêmes. Parce que 94, c'est 92 en Newaza. Non, 94, moi c'était... Ah oui, maintenant, oui, c'est vrai. Oui, je suis bête. Donc ça, c'était pour les plus, les moins de la CFJB. Mais en tout cas, gros plus, c'est le niveau. Le niveau, il est au-dessus des deux autres fédérations. Ok, le Newaza. Les Newaza, donc... Alors toi, tu as peut-être l'ancienne version, parce que moi, je l'ai eu cette année. Et tu veux commencer peut-être? Bon, comme tu veux. Donc moi, pour l'avoir fait cette année, j'ai trouvé catastrophique le circuit Newaza cette année. D'accord. Surtout les championnats de France Newaza. Je sais pas ce qui s'est passé à la Fédé, peut-être qu'il n'y avait plus d'arbitre, peut-être qu'ils étaient tous concentrés sur un autre événement, mais des erreurs d'arbitrage. Alors ça, c'est dans les gros moins. Les arbitres connaissent pas les règles ou mal les règles. Ils sont hésitants, il y a des arbitres stagiaires et s'ils prennent une décision, on change pas cette décision. Enfin, exactement. Ça a toujours été. Il y a eu alors donc les erreurs d'arbitrage, tout ce qui concerne l'arbitrage, l'organisation, où des fois on a dû combattre 1 heure. Par exemple, tu combats à 13h. Et des fois, tu n'as pas fait ton deuxième tour avant 14-15 heures. Et ta finale pas avant 17h. Les finales, c'est le soir. Et ça, c'est horrible. Et là, moi, j'allais y venir. Descendu depuis. Depuis 13h, j'ai combattu 3 fois, imaginons.
Depuis, je suis plus chaud, ça y est, je vais rentrer chez moi. Pareil, j'allais y venir quand j'ai fait le championnat de France Newaza. J'avais fait tous mes tours le matin et la finale c'était à 18h quoi. Depuis, ça y est, t'es fatigué. Ça y est, c'est bon, Ah c'est oui. casse-couille. Donc, Et pour revenir sur l'arbitrage, j'ai une anecdote. ouais. Une fois, j'ai un pote qui prend un gars en crucifix. Donc, un mec dur contre un autre mec dur. Il le prend en crucifix, ok, mais il est en crucifix, il est dos au sol. Donc, Il a le bras du gars, la jambe du gars, l'autre bras dans lui ses est jambes. sur le dos, il a le gars sur lui, mais Voilà. en crucifix. Lui, il est dos au sol, Mhm. ok. Il a un côté le bras du gars, et l'autre côté dans ses jambes le bras du gars, il est dos au sol. Il a perdu. C'était tout le combat comme ça. Il essayait de soumettre, ça marchait pas. Il a perdu parce que l'autre avait pris 2 points d'immobilisation. Il disait que l'autre était en train de l'immobiliser. Il n'y a pas de point d'immobilisation. Il y avait à l'époque, ou je sais pas, ou contrôle, ou passage de garde, je sais pas, alors que pas du tout. Hein. C'est le mec qui prend le crucifix. Clairement, on avait la vidéo, mais c'était à l'époque. Ouais. Crucifix, et le mec, il perd son combat. Et l'autre, il était là, morvonné, il criait, il en chiait de fou. Donc, en fait, c'est bon. Après, on sait que maintenant la CFJB maintenant est un peu plus avec les FFJDA, donc ils vont pouvoir aider à faire grandir le Newaza. Mais sur ça, il y a beaucoup de points négatifs en vrai sur le Newaza. ouais. Les médailles, c'est des médailles Décathlon pétées. Ouais. J'ai fait tout le circuit Newaza. Ça tourne encore. Ouais, j'ai fait tout le circuit Newaza, donc des qualifications jusqu'au championnat de France. On a les mêmes médailles. Ouais. C'est-à-dire que t'as même pas le souvenir. Je saurais même pas te dire quelle est ma médaille. Moi à l'époque j'avais eu une France, belle médaille, je peux pas le dire. Ah ouais, non, Bien lourde. Les seules médailles qu'ils ont fait bien, et encore c'est discutable, c'est celle du Grand Prix de Paris. Encore elles sont en plastique, c'est du plexiglas, je suis mauvaise langue. Et donc ça, l'organisation elle est pas folle de fou, juste l'avantage c'était de pouvoir se peser la veille. Oui. Moi j'ai quand même un autre avantage à noter. Vas-y. Bah après, moi, j'avais un avantage, c'était sur le règlement, le côté de pouvoir faire des clés qu'on peut pas faire en jiu-jitsu quand t'es ceinture bleue, etc. Ouais. Et de pouvoir affronter tout le monde. Ça, moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est le cool. fait qu'il n'y ait pas de truc de master, machin. Senior, c'est senior. Oui, là, tu te plantes de pas. 18 à 60 ans. Ensuite, t'es de ceinture blanche à ceinture noire. Exactement. Et ce que j'aime bien, c'est que, en gros, t'affrontes tout le monde. Donc, t'es obligé d'avoir un jeu, en fait... pour tout le monde quoi. Ouais, c'est clair. Je peux pas dire je suis ceinture et bleue, ce qu'on disait dans un autre podcast, le mec qui vient, qui est gradé en JJB, il vient, il pose sa paire sur la table parce qu'il a beaucoup plus à perdre que n'importe qui. Bah oui, parce que potentiellement il va se faire tordre par une blanche, par une bleue, par une violette. Enfin bon. Et moi j'ai un autre point positif, c'est quand même quand il y a quand même un beau un beau circuit international, c'est-à-dire que il y a une belle équipe de France carrée avec des championnats d'Europe carré, des championnats du monde carré, avec un kimono, une tenue. Ça fait vraiment haut niveau. Et d'ailleurs, en Newaza, tu pouvais, je crois, avant avoir le statut de sportif de haut niveau que tu peux pas avoir à la CFJJB, par exemple. Alors, on a quelqu'un dans le groupe qui est du coup à l'équipe de France. Effectivement, il a le statut haut niveau. Et du coup, il a même des subventions et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est assez carré là-dessus. Pour l'équipe de France, tout ça. Il n'y a pas de trucs bizarres. Maintenant, à la CFJB, il y a une équipe de France, mais elle en a son balbutiement. En réalité, c'est la première ou deuxième année qu'ils le font, et on voit bien que c'est un petit peu bancal. J'ai regardé quelques vidéos YouTube, c'est de mieux en mieux en tout cas. On voit qu'ils ont de plus en plus de préparateurs. Je pense que coachs, ça va aller. Mais là, pour le coup, le Newaza, c'est carré. Ah ouais, il y a l'INSEP. Voilà. Dire fatalement, l'INSEP, tu as toute la structure sportive, médicale. Et tout ce qui va autour quoi. Donc quand tu vas t'entraîner à l'INSEP tu as accès à tout quoi, donc c'est plus prestigieux, c'est sûr. Ensuite la FFL, donc la FFL très beau circuit, on a oublié de dire c'est gratuit aussi le Newaza. Ouais, le Newaza c'est gratuit, ça c'est vrai, donc voilà c'est gratuit. Ensuite, et puis, si j'ai oublié d'autres aspects, c'est le côté Kim. La réglementation sur les Kim en Newaza elle est horrible. T'as pas le droit d'avoir de patch, il faut forcément Kim blanc. Il faut que ça soit de la bonne longueur. C'était Kim blanc ou bleu avant? Maintenant que blanc. Okay. Que blanc, pas de patch. T'as pas le droit d'avoir des patchs ni sur les jambes ni sur les bras. Moi j'avais combattu en kimono bleu, j'ai même encore des vidéos je crois. À Orléans, je me rappelle, je me vois bien avec un kimono bleu à l'époque. Mais du coup maintenant voilà, Kim blanc obligatoire et c'est dans la réglementation judo, donc autant presque prendre un Kim de judo. Donc FFL, bah écoute, très beau circuit aussi, avec pareil, ils se sont bien professionnalisés ces dernières années. Quand tu es champion de France, je crois, si je dis pas de bêtises, quand tu es champion de France, tu es automatiquement dans l'équipe de France.
Et quand tu es deuxième, pareil, tu es réserviste, c'est-à-dire s'ils se blessent, je crois que c'est ça. Enfin bref, ils font des rassemblements équipe de France. Il y a un très beau circuit donc international aussi. C'est-à-dire ils vont souvent dans les pays de l'Est pour faire les championnats d'Europe, du monde. Tout ça, c'est bien pris en compte. Pour le niveau, c'est comme le Newaza. Pour moi, c'est ni plus ni moins. C'est-à-dire que c'est moins haut que la CFJJB. Ok, tout le monde peut s'affronter. Alors, je crois qu'il y a quand même intermédiaire et confirmé ou Moi, quand j'avais deux ou fait une trois. compétition, je sais pas, le Spirit qui est sous la FFL. Avant, oui. Et du coup, c'était ça, débutant, intermédiaire, confirmé. Voilà, Donc c'est ça ça. correspond à quoi? Blanc, bleu, violette et marron noir, En quoi. fait, c'était comme tu voulais. Moi, j'ai fait violette et j'avais gagné, par exemple, le Spirit, le Challenge Pro à l'époque, c'était. Et donc, je m'étais inscrit donc chez les pros, marron noir, chez les confirmés, quoi. Donc, quand tu étais violette, tu pouvais t'inscrire ou chez les intermédiaires ou chez les confirmés. Enfin, voilà. Donc, pour les plus de la FFL, la sélection en équipe de France, très clair. T'es premier, tu fais partie de l'équipe de France dans ta catégorie. T'es deuxième, t'es réserviste. Je crois que c'est comme ça. Et après, il y avait des rassemblements donc avec les premiers et les réservistes. C'était carré. J'en ai fait un ou deux des rassemblements. C'était cool, des matchs test et tout ça. C'est gratuit aussi. Ah ouais? Ah bah ça change. Les compètes sont gratuites. Alors, pas les compètes avec affiliation, par exemple, le Spirit, tout ça, c'était payant. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est le pas cher, en circuit, général, voilà, ouais. le circuit des compétitions FFL, c'est cool. Et ce qui est bien dans la FFL aussi, qu'il n'y a pas donc dans les autres, c'est qu'ils organisaient des tournois. Ah si, pardon, il y a en Ewaza des tournois internationaux en France, des sortes de galas, c'est-à-dire le tournoi international de Paris, donc, qui existe aussi en Ewaza. C'est ça. Donc où il y avait les mecs qui se sont qualifiés et des guests. Moi, je m'étais qualifié la première année, j'avais gagné. Comme j'avais gagné, l'année d'après, j'étais guest. Donc j'étais invité à participer automatiquement. Et voilà. Donc c'est dans cette catégorie-là, c'est dans cette fédé-là où que c'est 92 kilos au lieu de 94. Ah oui, c'est ça. Il y a un truc intéressant que tu as dit. Tu as parlé de la qualification pour l'équipe de France. En CFJB, on sait même pas comment on peut être qualifié pour l'équipe de France. Il faudra retrouver, c'est marqué quelque part. Ouais, j'ai cherché. C'est pas clair. C'est en fait. pas. C'est pas c'est le premier. C'est pas tel. premier. Bah non, puisque il y a tellement. Il y a quoi, presque une centaine de catégories. Ouais, on va dire les 60 catégories. S'il y a les 60 premiers sont de l'équipe de France, c'est pas possible. France, c'est énorme. Donc je sais qu'il y a des violettes, des marrons, des noirs, des bleus. Pourquoi ils prennent pas juste les adultes? Je sais pas. Je crois qu'ils prennent que les. Je sais pas. Que les adultes black belt par exemple. Je peux pas parler, je sais pas. Donc là, je sais pas. Donc FFL, voilà, pareil, la qualité des médailles moyen. Moi, j'ai même eu à la FFL, mais c'était une compétition sous les règles de la FFL, mais pas organisée par la FFL. Donc en vrai, c'est CFG. Quand je dis FFL, c'est par la fédération de lutte, mais c'est CFG. Ah, okay. Confédération française de grappling, mais c'est via la FFL. J'ai eu des médailles en bois. Une grosse médaille en bois, peint en doré, peint en argent, peint en bronze. Ah oui, une médaille en très bois. artisanale, quoi. Ouais. Et je crois que c'était à la Supreme League. Donc c'était les règles de la CFG, de la FFL, mais c'était pas une compétition organisée par eux. Voilà pour les fédérations, le meilleur circuit. Donc on n'a pas donné le meilleur circuit, on a juste donné les pour les contre, mais pour moi le meilleur niveau c'est à la CFJJB. Point barre. Je pense que tout le monde sera d'accord, hein, ouais. De toute façon. Clairement. Ouais. On passe à la suite parce que sinon on va jamais finir. Les mecs sales, les mecs qui ont les ongles longs. Oh, ça c'est une base normalement qu'on apprend base quand on est enfant. Il n'y a même pas de sujet à traiter. Obligatoire, les mains, les pieds, se laver. Quel sujet? C'est-à-dire laver votre kimono tout le temps. Parce que vous sentez pas, c'est votre odeur, mais votre odeur qui a 3 jours, nous on la sent. Il y a un hack, c'est qu'il faut faire sécher le kim avant de le laver. Oui, exactement. Mais bon, je pense que tout le monde. Bon, normalement, c'est des adultes, tout le monde est assez grand. Tu arrives, tu fais sécher ton kim, une fois qu'il est laves. Moins, parce que si plein de transpi, en fait, elle laver, tu vas presque faire macérer. Tu fais sécher, tu le mets à la machine et tu le laisses sécher. La base, les ongles. On m'a dit les ongles. Bah, tu veux que je dise quoi? Les ongles, les plaies aussi. Mettre un pansement sur une plaie, la base, quoi. Les ongles, les couper, pas arriver avec des ongles méga longs et sales. Mais le kimono, surtout, ça se sent tout de suite. Quelqu'un qui a un kimono qui l'a pas lavé. On parle pas d'odeur corporelle, je veux dire, t'as une longue journée. Et des fois, vous le sentez pas, ceux qui font ça, parce que c'est votre odeur. Mais nous, on le sent, de ouf. Donc c'est dégueulasse. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Ah ouais, c'est clair. Ensuite, les arbitres non compétents. Bon. Ah, ça c'est difficile, ça. Donc ça, on en a parlé pour les arbitres en Ewaza. Mais ça arrive souvent mais pour moi, c'est pas de la faute des arbitres, c'est peut-être un manque de formation selon les fédés. Ça dépend, parce que si tu tombes sur un arbitre non compétent en Normandie, bon,
Mais pour quelle raison il n'est pas compétent? Non, mais une erreur d'arbitrage, c'est humain. On est tous pas à l'abri de faire une erreur d'arbitrage. C'est humain. Mais il y a erreur et pas être compétent, c'est pas la même chose. Ça. Parce que même le meilleur arbitre de France ou du monde, il peut faire une erreur. Mais moi, je pense que. Mais c'est peut-être dur à mettre en place. Pour les grosses compétitions et pour les phases finales, il faut une VAR. Tout simplement. Bah, je comprends pas que ce soit pas déjà mis. Nous, on l'a fait. Nous, on l'a fait au Gourouma. Qui peut prendre sa place? Quand on tournait les qui peut prendre sa place, on disait il y avait la VAR. C'est-à-dire qu'on revenait sur une action s'il y avait un litige. On l'a fait 2-3 fois. Comme ça, si l'arbitre ne sait pas, il va voir l'arbitre référent, tout simplement. Alors, nous, on l'a en judo première division. Ouais. Et même avec la VAR, ils trouvent le moyen de faire des erreurs d'arbitrage. Ouais, de toute façon, ça arrivera toujours. On avait déjà parlé, tu sais, mon combat. Où, ouais, bien sûr. Ils regardent la VAR et ils arrivent quand même avec la VAR à donner vainqueur l'autre. Ce qui est fou. Alors que nous, quand on va la regarder, on est allé voir d'autres arbitres en leur disant toi, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Donc, pour moi, c'est problème de formation aussi. Savoir utiliser le matériel. Quoi. Si tu sais pas utiliser la VAR. Après, moi, ça aide pas, quoi. Je pense que je serai jamais arbitre parce que t'as tellement de pression sur les épaules. Quand tu es arbitre au championnat de France, tu as tellement de pression sur les épaules. Je sais tu leur en veux parce que forcément, tu es là, tu es en finale, tu perds à cause d'une erreur d'arbitrage, ça fait méga chier. En vrai, c'est des humains. Hein. Mais c'est tellement de pression sur les épaules. Tu as tous les animaux autour. Tu font du boucan, du foire, mon gars. Ouais, le 2 points là. C'est vrai. Donc, je pense qu'il faut un peu d'indulgence. Moi, je l'ai fait pour justement, l'équipe peut prendre sa place au début, très compliqué. Et c'est pour ça qu'après, j'avais pris Bilal, qui était arbitre international à la FFL, à la CFG, pour arbitrer au moins. Tiens, c'est l'arbitre, c'est lui qui sait. Moi, je faisais l'arbitrage, on avait fait nos règles, mais même à faire respecter nos règles, c'est compliqué. Bah ouais. Quand il y a un scramble, qui a démarré l'action, voilà, t'as pas de caméra dans la tête, c'est très très dur. Et puis sans ça, comme tu as dit, l'erreur est humaine, mais pour moi, il y a... Mais à haut niveau, il faut des arbitres compétents, il faut les meilleurs, il faut la sommité des arbitres. C'est obligatoire. Sur les grosses compétitions, sur les Worlds, sur les France. Sur les France, bien sûr. Bah, regarde, pour moi, la CFJB, ils sont carrés là-dessus parce que un jour avant, ils font un webinaire ou un... Comment on appelle ça c'est ça qu'ils avaient dit, là, c'est ça qu'ils ont fait. Un webinaire. Ouais. Je sais plus s'ils l'ont fait en distanciel ou bref sur place, mais en tout cas, leurs arbitres, ils sont formés avant. Chaque événement, il y a la possibilité d'avoir une formation d'arbitrage. Toute l'année, ils ont des formations d'arbitrage, etc. En judo, c'est une fois tous les 6 mois. Et de temps en temps, il y a des changements de règles. Et on dirait qu'ils sont pas au courant. Même eux, on dirait qu'ils sont pas au courant. Alors, moi, j'en veux beaucoup là, en ce moment dans la fédération de judo parce qu'on m'a volé ma qualification suite à une erreur d'arbitrage. Mais pour moi, c'est important de former... c'est clair. Mais moi, c'est pas le truc qui me passionne. Je le ferai pas. Je pense que c'est important de le faire. Trop de pression sur pour pouvoir justement avoir le recul. Non, c'est important de faire la formation, de connaître les règles. Mais moi, je ne ferai pas faire arbitre. Une fois ou deux arbitres, histoire de savoir ce que ça fait d'être sur ce. Je l'ai fait déjà rien que pour les compétitions qu'on organisait. Ouais, c'est clair. C'est une grosse. Pas à plus haut niveau pour moi, non. Donc ça, c'était la clôture de ce point-là. Ouais. Donc on a fait les grandes célébrations, le meilleur circuit, les mecs sales, les arbitres non compétents. Il nous en reste 3. JJB ou judo, quel est le plus efficace dans la rue? Bah forcément le JJB. Allez, ensuite on passe à la suite. Alors attends, on va revenir en arrière. On va refaire. Alors vite fait. Hein. Dans tous les cas, pour faire rapidement, si on doit se battre dans la rue, autant partir en cours. Dans tous les cas, c'est pas le gaz qu'il a dans les poches. Mais si on devait choisir un art martial. C'est difficile à dire judo. Le meilleur pour moi. Le plus efficace, je dirais le judo parce qu'il y a la chute, il y a l'impact. Ouais. Mais le truc, c'est que le jiu-jitsu est tout aussi. En fait, il y a aussi des projections en jiu-jitsu. Bien sûr. Pour séparer une bagarre, quand on est tout de suite prêt, quand on vient coller. Tout ça. Un mec qui arrive, qui te met une patate, c'est pas forcément facile de prendre la projection, tac. Par contre, de venir coller, bras-tête. Je pense que de toute façon, pour moi, le meilleur. En vrai, c'est la même discipline dans la rue. Oui. Maintenant, la plus efficace, ce sera un gars qui vient du MMA parce que le gars il a le pied-point, le gars il a la lutte, Non, je pense pas. Pour moi, le plus efficace, c'est celui qui arrivera à plus facilement imposer son style. C'est-à-dire si t'es judoka mais t'arrives pas à l'imposer à l'assaillant. T'arrives pas ou t'es pas par le stress. Si t'es jujitsuka et que tu finis sur les fesses et que tu te fais botter la tête. Bien sûr, exactement. Donc c'est un peu difficile. C'est celui qui arrivera le mieux à imposer son style. Dans l'immédiat, je dirais, dans tous les cas, c'est des trucs qui s'appliquent pas dans la rue. Dans la rue, c'est pas style contre style, c'est style contre mec bourré. C'est même pas style en fait, parce que en dehors du fait que tu viens d'un art martial, tu développes des réflexes. Je suis pas sûr que tu fais du jiu-jitsu.
Je veux dire que tu te mets. Bon, là, je me mets en garde papillon, je me Non, mais relève c'est avec. naturel. Mais ce que je veux dire, c'est que tes naturel. réflexes que tu as travaillé à l'entraînement vont Le te mec va permettre poser de une main sur réagir. l'épaule, tu vas partir en bras-tête tout de suite, tu vas décaler le coude, tu vas Tu partir vas en faire. bras-tête. Voilà. Mais le truc, c'est que tu vas pas utiliser du jujitsu. C'est que tu vas utiliser tes réflexes Exactement. appris au jujitsu pour te Donc c'est défendre. celui qui arrive à le mieux. Donc, j'irai si pas tu veux, comparer les deux disciplines parce que. imposer c'est des réflexes ouais. différents. Celui qui arrive à le mieux, comment dire, retranscrire son art pendant la baston. C'est Quoi, tout difficile à simplement. dire. Je parlerais plutôt de réflexe parce que c'est du reptilien, là, c'est pas. Oui, oui. Mais bon, sans comparaison, je mettrais pas de comparaison entre les disciplines. Parce Ouais, que moi ni non plus. jiu-jitsu ni judo, Moi non plus. ça s'applique dans la rue. Ni d'ailleurs aucune discipline sportive s'applique dans la rue. La rue, c'est la bagarre. Donc, Non, bien sûr. Mais bon, t'es quand même aidé quand t'as pratiqué plutôt que quand t'as rien fait. Oh, il y a des mecs, des combattants de rue qui sont chauds, hein, mais c'est vrai que. Non, mais si tu prends ça a une été, moyenne sur 100 gars, Ouais, je pense que 100 effectivement. mecs qui font des arts martiaux, 100 mecs qui en font pas. Donc 100 mecs qui font il y a- MMA, je pense boxe, qu'il y a JB, une plus grosse judo. majorité, 100 mecs qui en font pas. ouais. Si les 100 s'affrontent, il y aura forcément eux Ça qui. dépend ce qu'on parle comme style de pratiquant. Pratiquant compétiteur, pratiquant loisir, pratiquant Même. occasionnel. Même 100 pratiquants, 100 non-pratiquants, tu fais 100 matchs, ça va pas être 49-51. Même s'il y a quelques-uns qui vont gagner des En fait, ça bagarres. dépend. Ça dépend. Non, Je te ça suis dans dépend une pas. mesure, mais Ça après, il y dépend a. Si on parle de pratiquants un peu Mais comme contre nous, des mecs qui font réguliers, rien. Contre des mecs qui font rien. Mais rien. T'as pris une droite, tu dors. Ah oui, c'est pour ça que je te dis, il n'y aura pas 100% de réussite, Oui. mais ce sera pas serré, ce sera même pas 60-40. 100 pratiquants contre 100 non-pratiquants, 100 matchs, non, ça va être du 90-10 ou autre comme ça. Ouais, c'est possible. C'est sûr. Ça sera peut-être. Ouais, je sais pas. Pour moi. En tout cas, c'est une bonne analyse sociétale. On va faire l'expérience De sur la fou. chaîne YouTube. Oh là là, on va faire Ibra TV. 100 mecs qui pratiquent, putain. 100 mecs qui pratiquent. Je te jure. Ensuite, le mental en compétition. Ah, qu'est-ce que tu voulais dire par là Bah, je sais pas, c'est le sujet qu'on nous Ah a ouais, envoyé. On nous a envoyé de nouveaux sujets. Ça veut Le dire quoi, mental ça en compétition. Bah, On va prendre notre expérience. Tu vas comment, toi, en compétition? Tu vas mental Pour moi- de chien? Tu vas moi- mental. moi, j'y vais. Quand je faisais la compétition, je mets mon casque. Je me dis, tous les mecs qui sont là, ils sont tous moins forts que moi. Je les mange tous. C'est-à-dire que je me dis pas, j'espère tomber sur le plus faible, j'espère pas tomber sur lui. Je me dis dans ma tête, je me persuade. Après, il y a la réalité du combat, bien sûr, mais je me. Et là, on parle d'auto-persuasion. de toute façon. Voilà, je me dis, je le sais, j'ai l'intime conviction que je suis meilleur que lui, que tous les mecs qui sont dans la salle. Ok, j'y vais avec une confiance de malade, sinon j'y vais pas. Ça sert à rien. Pour moi, j'y vais, je suis sûr que je peux gagner, que je vais gagner, que je vais ramener la médaille. J'y vais, je suis sûr de ça. Je me dis, tous les mecs qui sont dans cette pièce, là j'aurais fait les France, on est 2100, je bats les 2099. Après, il y a la réalité du combat. Mais j'y vais avec un mental de chien, sinon j'y vais pas. Et toi, comment Ouais, t'abordes tu sais que ça? je suis un peu pareil. Hein. En fait, je suis différent de la vie de tous les jours. Oui, Ça, bien ça, sûr. ça, c'est en fait, dans la vie de tous les jours, je suis blagueur. C'est bien de se taquin, créer une- machin, etc. Et quand je suis en compétition, bah, ceux qui nous accompagnent souvent, je parle pas. Ouais. En compétition, je parle pas. Je suis dans ou ça va dépendre. Tu vois, si j'ai crevé l'abcès après le premier combat et tout, mais souvent je suis dans ma bulle. Tu sais, les fermés quoi. Ouais. Et c'est bien ça, En fait, ça galvanise, ouais. c'est Et cool. souvent, plusieurs semaines avant, plusieurs jours avant, déjà, ça fait longtemps que j'imagine la médaille à la maison. Ça fait longtemps Il que faut faire aussi j'imagine, beaucoup de visualisation c'est ça. mentale. Ouais, moi, je fais beaucoup ça. Je me renferme sur moi-même en me disant maintenant, l'objectif c'est ça. Et tu sais, je me visualise à la première place. C'est ça. Avec la médaille, avec si. Même quand et- tu fais ta prépa physique, il faut faire de la Ouais. visualisation Alors moi, mentale sur ton j'imagine premier souvent- combat, sur ton game plan, comment je tire Ouais. la garde, comment je projette. Pour les Newaza, par exemple, comme c'était un circuit, du coup, on affrontait toujours les mêmes. Donc, du coup, moi, je visualisais ces mecs-là. Genre, par exemple, pour les France, je visualisais les mecs les plus forts, ceux qui m'avaient battu en finale. Et chaque répétition qui était dure, je pensais à eux. Genre, je me disais, il faut que lui, là, il ait une rep de moins que moi. Il faut que lui, là, il en chie Lui, moins à que moi cette heure-ci, maintenant. il Voilà. s'entraîne pas dur comme moi. Exactement. Bien En sûr. fait, et moi je visualisais ça à chaque entraînement. Bah, comme je m'entraîne avec un binôme souvent quand je fais les jambes ou quoi, le gars à chaque fois il me disait ça. Tu vois, il m'aidait, il avait compris que je fonctionnais comme ça et il m'aidait. Il disait non, mais là quand tu vas poser, là, tu vois, au moment où tu vois que tu vas craquer, il dit mais là tu t'entraînes pour les France ou pas? Et donc du coup, je mets 2 reps en plus. Et comme moi, j'aime bien fonctionner, je suis un gros con, je fonctionne que comme ça. Et bah ça m'a beaucoup aidé. Après, par contre, ça me fait des pics de stress du coup. Ouais, bah ouais, forcément. Un jour avant, j'ai un gros pic de Mais stress. parce c'est que, bien d'avoir du stress aussi. Hein, il faut. j'évacue à mort. Le matin, des fois, j'ai le pic de stress. Par contre, quand je suis à la compétition, j'ai plus rien. Genre, dans ma tête, il se passe plus rien. J'ai plus de stress, j'ai plus de doute. J'y vais comme toi, en me disant, je les bats tous. En fait, moi le c'est meilleur. beaucoup de la persuasion, de l'auto-persuasion, de la visualisation mentale. Moi, je me dis toujours que c'est Ouais. moi le problème de la catégorie. Ouais. C'est ma Mais phrase c'est ce intérieure c'est où ce je qu'il me faut. dis, quand j'arrive, j'essaie de pas payer de mine. Je veux pas qu'ils se disent, oh, il est chaud, ou oh, il est facile. Moi, je veux que quand je pose les mains sur lui, ils disent, merde alors.
où est-ce que je suis arrivé, tu vois. Et quand j'y vais, voilà, mental. Mental de chien. Voilà. Dernière chose, on m'a dit, est-ce que Bilal a les capacités de gagner? Alors, ça va être l'instant pub, et c'est le dernier donc sujet. Après, on passera aux actus. On organise un Gourma Clash donc, entre Bilal Ben Saïd et Kéliad. J'ai pas envie de d'écorcher son nom, donc je vais dire juste Kéliad, Rockly sur Instagram. On organise un Gourou Clash, donc sub only, 2 combats, un combat en gi, un combat en no-gi. Ça risque de sortir donc la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. Est-ce que tu penses que Bilal a les capacités de gagner? Voilà ce qu'on m'a demandé. Donc c'est sûrement un partisan de Rockly, de Kéliad sur Instagram. Mais écoute, si on a booké le match, c'est qu'on pense que c'est 50-50, que les deux peuvent gagner. Après, ils ne se sont jamais affrontés, ils ne se connaissent pas. Ça se trouve, il y a une grosse différence de niveau d'un côté ou de l'autre. Mais on pense que si on l'a booké, c'est qu'on pense que c'est un bon match-up, tout simplement. En tout cas, les deux ont l'air très très chauds. Les deux sont des jeunes ceintures bleues, très chauds, très techniques. Ils font tous les deux des résultats en compétition. Voilà, donc nous on connaît Bilal, on ne connaît pas Kéliad. Donc voilà. C'est donc dimanche prochain sur YouTube, normalement, si tout se passe bien. Et Kéliad, franchement, je veux dire le chapeau parce que ça fait longtemps qu'il court après. Ça fait longtemps que. Il y en a plein qui m'envoient des messages qui veulent participer. Et lui, il me relance souvent. Donc là, ça va être son moment. Si t'annules pas, dimanche prochain, la vidéo sera sortie. Donc donnez-lui de la force en commentaire sur Instagram. Donnez de la force aux deux, Bilal Ben Saïd et Rockly sur Instagram, Kéliad. Voilà. Allez, on va passer aux actus. Et les actus, ça va être réservé aujourd'hui aux gouroumistes. Donc déjà, je vais expliquer qu'est-ce qu'un gouroumiste. Un gouroumiste, c'est pas forcément quelqu'un de notre team. C'est tous les mecs qui sont passés sur la chaîne YouTube. Donc si vous êtes des potes à nous ou des gens du club et qu'on vous cite pas parce que vous avez combattu en gourma, c'est pas ça un gouroumiste. Un gouroumiste, c'est tous ceux qui sont passés sur la chaîne YouTube. Qui ont combattu sur les Gourma Tournament, qui ont combattu dans les Gourma Clash. C'est ça. Participé à certains de nos concepts. Voilà. Ou dans des vidéos techniques. Enfin voilà. Donc tous ceux qui sont passés sur la chaîne, il y a eu des gros résultats au championnat de France et on va donc dire un mot sur chaque et puis après on se laissera là-dessus. Donc Eric, le monteur, 3e. 2 victoires, une défaite 6-5, un combat très engagé. On avait travaillé un game plan, il a respecté le game plan à la lettre sur ces 3 combats. 3e en adulte, ceinture bleue moins de 100 kg, très très propre. Et je perds donc contre le même mec qu'en Nogi et je fais le même résultat qu'en Nogi. Ouais, à 1 point d'écart. Ouais. Ensuite, Souleymane qui avait été champion de Qui peut prendre sa place. Alors lui, c'est en adulte, violette, double gold. Il prend sa KT, il prend l'absolute. Incroyable, gros judoka, bon Eric aussi, super, bravo à lui. Après on a Raph, Rouge Raph sur Insta, il fait premier en marron, master, grosse perf, comme d'hab, il déçoit jamais, c'est un bon gars en plus. Tevno qui a participé donc dans le Gourma Tournament, il fait 2e en marron dans sa KT, bravo à lui. IB on adore, c'est notre gars sûr, je le kiffe, 3e. Hakim, première année en marron, très très bon. 3e en adulte. T'as vu Hakim, je ne me suis pas trompé cette fois-ci. La dernière fois, j'avais dit master, on m'a envoyé un message direct. Adulte. Adilio, 3e. Alors, 3e, mais je ne sais pas s'il a gagné des combats parce que lui. Parce que lui, il a fait un gros combat. Non, mais attends, il a fait 2 combats de fou. Il s'est tapé Abdouragimov en KT et Reda Meptouche en absolute. Truc de fou. Donc, on a regardé, du coup, on a suivi direct les combats. Je ne sais pas s'il a fait d'autres combats que cela. Donc, en tout cas, grosse mention à lui. Lina. Double gold, champion en absolute, champion en catégorie. L'année dernière, elle avait fait la même chose, championne en absolute, championne en catégorie, dans sa catégorie ceinture bleue, adulte moins de 58 kg. Donc incroyable, Lina. Et elle a eu sa ceinture violette, donc bravo à elle. Guillaume, que vous avez vu sur le dernier Gourma Clash, le Gourma Clash incroyable avec le Brésilien Jefferson Douglas. Guillaume qui fait premier, donc en ceinture marron. Incroyable, très très gros niveau technique, Guillaume. Sébastien Robinet. Donc Sébastien, très solaire, vous l'avez vu dans Qui peut prendre sa place, il a fait 3e en marron adulte. Oumar, que vous avez vu dans le Gourma Tournament 2, c'est ça. Il fait 3e en KT, 3e en absolute. Mohamed, que vous avez vu donc dans les Qui peut prendre sa place, il a fait 2e en adulte, ceinture bleue, il fait partie de l'équipe de France. Loïc, que vous avez vu dans Qui peut prendre sa place aussi, dans le défi des guerriers, il était là, et il a fait une compète quasiment parfaite, il fait 4 combats, 3 victoires, et sur sa finale, il verrouille le mec en triangle,
à la fin du combat, à 10 secondes de la fin. Donc il était à 2 doigts de gagner, de prendre le titre, mais il a fait 4 gros combats, compétition parfaite, super. Ensuite, pour les gens qui sont passés sur la chaîne, sur les vidéos techniques, il y a Thiago, qui montre régulièrement des techniques sur la chaîne. Il a fait premier, il a rasé sa KT, comme d'habitude. Thiago Goyabera. Maxime, que vous avez vu dans la dernière vidéo technique, la clé de talon qu'on avait montré, il fait premier en marron dans sa catégorie. Pareil, c'est même pas une surprise. Donc tout ça, c'est les Gurumis qu'on fait des... Vous avez vu qu'il n'y a pas n'importe qui passe chez Guruma, c'est que du haut niveau. C'est tous ceux qui ont fait des médailles. Et maintenant, on va envoyer des petites mentions. Donc mention spéciale à Elliot, parce qu'on l'a vu, il était arbitre. Je sais pas s'il a combattu, mais il était arbitre. Il a combattu samedi, si je dis pas de bêtises. J'ai vu des photos de lui samedi. Ah d'accord. Ah bah je sais pas ce qu'il a fait alors. J'ai pas vu non plus. Donc Elliot, dis-le nous et on le remettra en commentaire ce que tu as fait. En tout cas, bravo parce que tu as arbitré toute la journée et c'était galère. Enfin, je pense. On a vu Marie-Louise qui était dans le Guruma, qui a fait le Guruma Clash. Clash avec Melina. Qui a pas performé, mais voilà, ils étaient là, on s'est vu, on s'est dit bonjour. Et Yves qui était aussi dans le défi des guerriers. Léonard qui a fait Guruma Clash et un super fight dans Guruma Tournament. Malik Abdouragimov qui perd en quart de finale. Patrice, pareil, qui était dans le Guruma Tournament. Laïd, grosse dédicace à lui aussi. Karim, Adam, ça m'a fait plaisir de le revoir, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Jabrail, pareil, qui fait une victoire, une défaite. Mention Acadia, pareil, qui a perdu au premier tour. Et pareil, petite mention pour Kalim, il n'est pas venu parce qu'il va faire ses débuts en MMA. Donc nous, on va suivre ça de très très près. On vous tiendra informé sur la chaîne. Parce qu'après, il va pas nous faire dédicace si on vient pas. Voilà, exactement. Et Kalim, il participera au Guruma Tournament Nogi plus de 80 kg quand on le fera. Et voilà, j'ai été assez vite pour les dédicaces et pour les actualités parce que c'était long. Voilà, c'est tout pour nous. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Bah du coup, non, on peut faire la fin. Hein. Bah c'est la fin. Rendez-vous sur le Instagram pour ceux qui veulent nous donner des thèmes. N'hésitez pas à nous suivre du coup sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, YouTube Snap, bon voilà. Ouais, tous les réseaux, tous les liens sont en description. Actualité, qu'est-ce qu'on a ? Non, bah c'est tout. Hein. Moi, je voulais faire juste ça pour les actus là. Ok. On a des casquettes qui arrivent, les pulls qui arrivent. Bon, ça, on en parlera au moment venu. On espère que ce podcast vous a plu. Du coup, voilà. Nous, on adore faire ça. On parle français, comme j'ai dit tout à l'heure. Pas de langue de bois. On s'éclate à faire ça. Dites-nous juste si c'est trop rapproché, parce qu'on en a fait un il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Comme on kiffe, on risque d'en faire beaucoup, donc on va peut-être ralentir si c'est trop pour vous. Et voilà, tout simplement. La semaine prochaine, Guruma Clash, donc ne ratez pas ça. J'espère que la vidéo a été facile à digérer parce que je pense qu'elle va être longue. Ouais. On va chapitrer de toute façon. On vous mettra des chapitres et puis de toute façon, il y a d'autres vidéos qui vont arriver entre temps. Ouais, tranquille. Donc, voilà. Bon, bah, on se dit à la prochaine. Hein. Allez, ciao. Ciao.